De l'observateur au voyageur spatial, un aperçu du retour de l'humanité vers les étoiles. Depuis la nuit des temps, les humains ont toujours regardé vers le ciel pour trouver inspiration et conseil. Il existe une fascination pour les oiseaux, les étoiles, les dieux, les déesses et autres entités qui semblent exister au-dessus de nous. Et pour de nombreux humains, une forte envie de voyager dans l'espace. L'homme rêve de voler depuis qu'il observe l'espace. Et maintenant, il est temps de devenir un voyageur spatial. L'avenir des voyages spatiaux nous oblige à comprendre d'où nous venons et à voir où nous allons. Il y a plusieurs milliers d'années, les philosophes chinois Mo Tzu et Lu Ban se tournaient vers le vent pour le vol. Ils ont inventé des cerfs-volants en soie et en bambou, permettant le développement ultérieur de la communication, de la mesure des distances, du test du vent et de la lévitation des hommes. L'invention du cerf-volant a apporté avec lui le désir de voler. Les premières tentatives de vol connues consistaient généralement à sauter des tours, connues sous le nom de saut de tour. Les premiers habitants de Chine, d'Inde et d'Europe ont tenté de s'envoler de cette façon. En 1670, Francesco Lana de Terzi a publié un livre qui montrait des concepts intéressants, le concept d'une feuille de cuivre dans une sphère avec un vide qui produit un dirigeable sous vide. Ceci n'est toujours pas possible avec les matériaux d'aujourd'hui. Francesco est reconnu comme le père de l'aéronautique, fusionnant les sciences et les mathématiques dans la navigation aérienne. Francesco Lana de Terzi a écrit « Dieu ne permettra jamais qu'une telle machine soit construite, parce que tout le monde se rend compte qu'aucune ville ne serait à l'abri des assauts, des poids de fer, des boules de feu et des bombes pourraient être lancées d'une grande hauteur. » On pense que les Chinois ont développé le premier appareil à air chaud. La lanterne chinoise, utilisant l'air chaud d'une bougie, peut prendre son envol, et elle a d'abord été utilisée pour la signalisation. Le ballon d'air chaud a réalisé le premier transport humain et a progressivement jusqu'à ce que nous connaissons sous le nom de Zeppelin. Les premières tentatives de vol avec une machine volante plus lourde que l'air ont été réalisées plus que par les frères Wright. La plupart des tentatives ont échoué. Cependant, ils constituaient le tremplin pour ce qui allait arriver plus tard. Le plus ancien aéroport, le College Park, est toujours en activité aujourd'hui. Les avions ont évolué rapidement au cours du siècle, de l'appareil à hélice à l'hélicoptère, en passant par l'avion à réaction. Et la plupart de cette technologie est aujourd'hui utilisée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne a développé des fusées capables de parcourir une distance limitée. La technologie de base des fusées utilisées à l'époque est encore utilisée aujourd'hui. La course à l'espace a débuté avec l'Union soviétique et les États-Unis en 1957 et a conduit à de nombreux développements en vue de l'étape suivante, la Lune.
Le vaisseau spatial conçu sous le nom d'Apollo 11 a été le premier vaisseau spatial à avoir atterri sur la Lune. La navette spatiale fonctionnait à un coût énorme, la combustion du carburant s'avérant être une technologie inutile et dangereuse. La Station spatiale internationale, SSI, est un satellite artificiel habitable qui a été assemblé en orbite terrestre basse en 1998 avec l'utilisation de la navette spatiale. L'ISS est souvent visible à l'œil nu depuis la Terre. SpaceX, en tant que producteur privé d'aérospatial et société de services de transport spatial, a été fondée en 2002 par Elon Musk dans le but de réduire les coûts de transport spatial et de permettre la colonisation de Mars. SpaceX réutilise le premier étage de sa fusée principale, Falcon 9, par atterrissage propulsif verticaux. Bien qu'à l'heure actuelle, il utilise toujours la technologie de combustion du carburant des fusées. Miran Kesh l'a toujours dit, le temps de la combustion des carburants est révolu. Mais avions-nous besoin de commencer avec cette technologie en premier lieu? Les cultures anciennes ont suggéré l'utilisation d'un moyen de transport alternatif, en référence à une éventuelle technologie plasma. Kesh. Depuis Bruxelles, on peut se rendre à New York en 2 à 5 minutes, et la majeure partie de ces 5 minutes consiste en fait à atterrir et à décoller. Miran Tavakoli Kesh est né en Iran en 1958. Fils d'un ingénieur en rayons X, il a été initié très jeune au monde des radiations et de la science nucléaire. En 1981, il est diplômé de l'université Queen Mary de Londres en tant qu'ingénieur nucléaire, spécialisé dans le contrôle des systèmes de technologie des réacteurs. À cette époque, il développa un certain nombre d'idées théoriques liées à des concepts nucléaires plus simples et à leurs applications. En 2002, il décide de finaliser la conception complète de ses idées sur la technologie nucléaire. Cela comprenait la création et le contrôle de la gravité et de l'énergie grâce à l'utilisation de matière nucléaire dans un réacteur à hydrogène propre et sûr. Miran Kesh a introduit le concept du double champ magnétique pour expliquer le champ magnétique et gravitationnel de la Terre. Inconnu de la communauté scientifique existante, il a rédigé de nombreux articles scientifiques en 2004 et les a soumis à une évaluation par les pairs, comme la création des trous noirs. Lorsque l'une des personnes chargées de l'évaluation par les pairs a utilisé ces informations en public, il a décidé de retirer ces documents et de se concentrer davantage sur la construction de prototypes. Depuis début 2006, plusieurs prototypes de réacteurs dynamiques ont été construits, certains spécifiquement conçus pour créer des effets de vol stationnaires, similaires aux effets observés avec la lévitation magnétique. Les effets de vol stationnaire de base ont été obtenus. L'année 2007 a été marquée par le premier essai en vol avec des matières radioactives
dans lequel les brevets décrivent le processus des interactions du champ. Le principal brevet du système gravitationnel énergétique décrit les premiers aspects fondamentaux du plasma et de ses utilisations. Cela a été suivi par deux brevets supplémentaires, les réacteurs à microplasma, là où d'autres utilisations et avancées ont été décrites. Monsieur Kesh s'est retrouvé en Iran en 2008 et a reçu toutes les ressources nécessaires pour créer la première lévitation d'un réacteur à plasma géré par le gouvernement iranien. Ces réacteurs à gaz rotatif spéciaux étaient utilisés pour contrôler le plasma. Pour apporter une compréhension plus profonde, M. Kesh a publié le premier livre en 2009, L'ordre universel de la création des matières, qui contenait de nombreux nouveaux concepts rendus publics. Cela comprenait les champs magnétiques du plasma, PMIC, la technologie fondamentale initiale de plasma et de dilution du plasma utilisée dans les réacteurs spatiaux. La technologie plasma a été développée davantage et s'est manifestée par des fluctuations de poids dans un environnement contrôlé. 2010 a introduit un nouvel état de la matière appelé GANS, acronyme de gaz à l'état nano-solide. Le GANS produit des champs destinés à être utilisés dans le fonctionnement du vaisseau spatial. Des tests en vol avancé ont été effectués en Iran sous la direction de M. Kesh et des systèmes nouvellement conçus. M. Kesh nous dit qu'on ne peut pas emmener tous les médecins avec soi dans l'espace. La recherche médicale a progressé en 2010 et est toujours explorée quotidiennement partout dans le monde. La Fondation Kesh a fourni des connaissances permettant de traiter de nombreuses conditions médicales dans l'espace. Un bon exemple de la technologie plasma utilisée à des fins pacifiques est la capture du drone américain au-dessus de l'Iran en décembre 2011. Ce drone était présenté comme l'un des drones les plus avancés de son époque et a été capturé par l'Iran en utilisant le plasma pour perturber les communications. Le plasma absorbe les champs et le drone utilise les champs radio pour le pilotage, un aspect naturel du plasma, une barrière de champ. Le livre 2, La structure de la lumière, est sorti en 2011. Ce livre a fait progresser la compréhension de la structure de la lumière comme un plasma cylindrique, où la lumière possède toutes les forces de champ magnétique. Le livre 3, L'origine de l'univers, a été publié plus tard en 2011. M. Kesh a expliqué le fonctionnement ultérieur et l'interaction des différentes forces des mêmes champs qui conduisent ensuite à la création de l'univers. Ces 3 livres apportent une compréhension beaucoup plus approfondie de la science du plasma, qui est appliquée dans le monde entier par les chercheurs de connaissances et les scientifiques dans la recherche et le développement des vaisseaux spatiaux. Il y a eu 2 conférences pour présenter la technologie spatiale au gouvernement en 2012. Lors de la première présentation internationale
En avril, la Fondation Keshe a invité des représentants de chaque pays à la première présentation de la technologie plasma. Lors de la deuxième présentation internationale en septembre, la Fondation Keshe a invité les nations du monde, par l'intermédiaire de leurs ambassadeurs et de leurs dirigeants, à assister à un rassemblement au centre de la Fondation Keshe à Ninove, en Belgique. Les voyages dans l'espace nécessitent la paix. La mise en œuvre de la technologie plasma entraîne une plus grande responsabilité. En 2013, M. Keshe a présenté le traité de paix mondial. La signature du traité de paix est une confirmation de vous-même à votre âme, d'agir correctement de manière pacifique. En 2014, des chercheurs de connaissances du monde entier se sont réunis pour apprendre de M. Keshe et de nombreuses expériences différentes avec des réacteurs ont été réalisées, notamment l'amélioration des réacteurs développés précédemment pour les adapter aux nouvelles connaissances, l'introduction de réacteurs nano-revêtus et de systèmes GANS multicœurs, les expériences du laboratoire de l'Institut du vaisseau spatial, IVS, ont été diffusées en direct sur Internet à la vue de tous. Les tests en laboratoire de l'Institut du vaisseau spatial avec des réacteurs ont montré de fortes impulsions de champs magnétiques allant jusqu'à 129 Tesla et des fluctuations de poids significatives. En décembre, une expérience a été réalisée en utilisant des réacteurs construits par des chercheurs de connaissances du monde entier. L'Italie, l'Allemagne et le Canada ont participé à des tests de communication du champ. Les tests ont montré que les champs peuvent interagir les uns avec les autres, quelle que soit la distance ou le temps, ce qui permet une communication instantanée. En 2015, les développements dans le domaine spatial se sont poursuivis avec différents aspects de la technologie plasma, comme dans les domaines de la santé, de l'énergie et de la décontamination. En octobre 2015, M. Keshe a donné un cours populaire d'une semaine intitulé « Les enseignements du plan directeur, le blueprint » sur la façon de construire les unités d'énergie MAGRAV. Des personnes du monde entier ont participé à la construction de leurs propres unités MAGRAV et à l'enseignement aux autres. Avec la demande des produits de la Fondation Keshe du monde entier, un nouveau centre de recherche et de fabrication a ouvert ses portes en Arizona, aux États-Unis. De nombreux développements technologiques ont eu lieu dans différentes parties du monde et la Keshe Foundation USA ne fait pas exception. John et l'équipe ont commencé à réaliser des expériences en utilisant différents outils de détection. Ces outils ont permis à l'équipe de visualiser les champs MAGRAV et de montrer aux autres leur interaction, avec des formations de réacteurs montrant des résultats positifs. Partager les connaissances ensemble est plus facile et plus joyeux que jamais. La fête ne fait que commencer, dit M. Keshe. M. Keshe enseigne publiquement la technologie spatiale à travers les ateliers de chercheurs de connaissances hebdomadaires. Des passionnés de plasma du monde entier participent.
rassemblent leurs connaissances et assemblent le puzzle de la course à l'espace. Tout le monde, quelle que soit sa race, sa nation ou sa religion, est invité à participer à l'échange de connaissances, aidant ainsi l'humanité à vivre dans le cadre de l'éthos de l'univers. Il est reconnu que la coopération internationale et la paix sont une condition préalable au voyage de l'humanité dans l'espace profond. Les individus et les nations sont invités à se rassembler dans un esprit de collaboration et d'unité pour permettre l'application pacifique et l'utilisation de la technologie plasma pour les voyages spatiaux, pour l'alimentation, pour l'agriculture, pour l'énergie, pour les transports, pour la santé et bien plus encore. Nous sommes ravis de diffuser le plan directeur du vaisseau spatial de la Fondation Keshe pour l'humanité. Première partie de l'enseignement. Eric. Bonjour à tous et bienvenue au 583e Atelier des chercheurs de connaissances. Ici, le jeudi 27 mars 2025. Ceci est une émission de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, du département de l'éducation et faisant partie des enseignements publics en anglais. Je m'appelle Rick Cramon et je vais être votre hôte dans cette série d'ateliers hebdomadaires. Et à nouveau, nous avons bien sûr le plaisir d'avoir M. Miran Keshe comme présentateur. Et je suis sûr qu'il a beaucoup de choses enthousiasmantes à présenter. Alors, allez-y, s'il vous plaît, M. Keshe. Merci beaucoup. Bonjour, bonne journée. Comme d'habitude, où et quand vous écoutez cette série de programmes de chercheurs de connaissances de l'Institut du vaisseau spatial de la Fondation Keshe, nous sommes à nouveau de retour ici pour tester nos connaissances et notre connaissance de la création. Et à bien des égards, nous en arrivons à comprendre un peu plus à chaque fois que nous nous rencontrons, davantage sur nous-mêmes, davantage sur la façon dont nous, en tant que système énergétique, vivons au sein d'une autre structure. L'humanité a toujours eu un dilemme, à se voir elle-même comme faisant partie d'une structure déjà établie, et elle n'est qu'une autre pièce du puzzle, une autre pièce du puzzle de la création. Quelque chose plutôt important pour nous, en tant que chercheurs de connaissances, de comprendre, c'est le fait que, alors que nous commençons à connecter d'autres parties de la technologie, de la création, au cours des dernières semaines, nous devons comprendre une partie de la structure entière qui est nous, qui est en nous. Et assez intéressant, nous sommes le seul, ce que j'appelle système plasmatique, qui est portable et qui prend sa propre décision à bien des égards. Le reste est fixé et dicté par les autres. Qu'est-ce que cela signifie? Ça, c'est le centre de notre galaxie, le centre de notre univers. Il a créé des champs au fil du temps. Il a conduit à la création de ce que nous appelons des galaxies, qui sont un ensemble de nombreuses cellules. Nous les appelons systèmes solaires, étoiles, et ceux-ci en eux-mêmes, en tant que systèmes stellaires, créent à nouveau une dimension fixe. Aucune de ces entités à l'intérieur ou à l'extérieur d'une galaxie, ou à l'intérieur de la galaxie ou d'un système solaire, n'a de contrôle. Ils sont créés par un modèle fixe d'interaction du champ magnétique. Chacune d'elles a son propre plasma central, qui y fixe tout le reste. C'est fixe.
Ils tournent, ils ne peuvent pas sauter. Et assez intéressant, en fin de compte, vient l'âme de l'homme, qui, d'une manière, est contrôlée par ce que nous appelons l'émotion de l'homme. Et le seul système que nous connaissons dans l'univers, pas seulement l'homme, mais des entités créées, des vies créées dans l'univers, qui ne suivent pas le modèle et créent un chaos. Et le problème est que nous ne pouvons pas changer rapidement la condition de la structure de l'univers central, la ligne centrale. Nous ne pouvons pas modifier aussi rapidement la structure des galaxies ou des étoiles. Elles ne peuvent pas s'éviter. Elles sont figées, les champs interagissent, elles doivent se suivre. La seule chose est que l'homme ou les êtres créés ne suivent pas ce principe de mouvement. Une autre pièce a été donnée, que nous appelons l'esprit. Nous l'appelons l'âme de la physicalité, qui dicte le mouvement et la manifestation de la physicalité de l'entité. Les étoiles, les galaxies, les univers ne pleurent pas, ne donnent pas de coups de pied, ne tombent pas amoureux. Mais cette entité, ce plasma au centre de tous les êtres, qu'il s'agisse de l'homme, de la plante, de l'animal ou des créatures de l'univers, a cette possibilité. Elle ne suit pas les règles de ce que nous appelons de mouvement fixe. Et c'est là que l'homme, à ce moment, se voit différent et ne peut pas trouver, ne peut pas comprendre, n'a pas réussi à voir la ligne de connexion entre son point de création et lui-même. Et il s'est vu en être séparé. Il se considère comme quelque chose à part entière et comme le roi de cette planète et du reste. Si l'homme parvient à comprendre et à valoriser son centre énergétique, ce que nous appelons l'âme de l'homme, le point central d'énergie, qui est le dénominateur commun de tous les objets célestes, qu'il s'agisse de l'unicos, de l'univers, des galaxies, des étoiles, du système planétaire, alors il découvre qu'il est une bizarrerie. Et d'une certaine manière, cette bizarrerie a créé et créé deux dimensions de vie. L'âme de l'homme est libre, saute, descend de l'avion, descend dans les vallées, nage, mange, dort, et elle interagit continuellement avec la totalité des champs de l'univers. Parce qu'elle n'est pas finie, elle est juste née et elle est là. Comme nous l'avons dit la dernière fois, l'homme est la seule créature qui se déplace à 180 degrés dans toutes les dimensions et l'interaction de différents champs lui confère de l'intelligence. Ceci est conforme à toutes les structures dynamiques créées en bas de la ligne. Ainsi, non seulement nous interagissons avec les champs de notre propre création, de notre propre âme, de la physicalité, de notre propre âme, mais lors de ces mouvements de sauter, nager, dormir, quoi que nous fassions, nous interagissons continuellement avec l'unicos de l'univers à travers les rayons cosmiques. Ce que nous appelons des rayons, qui sont créés par l'interaction des champs du Créateur, dans la séparation, dans la division, le rapprochement et le reste. Dans un article à paraître très prochainement, intitulé « Ce que nous appelons le rayon cosmique et le fonctionnement », dans le fonctionnement de ce que nous appelons l'univers, l'origine des rayons cosmiques et comment il crée des conditions. Nous allons de manière beaucoup plus profonde pour montrer, confirmer leur existence et comment la connaissance a été transmise à vous, chercheurs de connaissances, sans que vous le sachiez.
D'une certaine manière, cela vous amène à vous concentrer. L'article, comme je l'ai expliqué précédemment, sera l'un des articles les plus fondamentaux depuis l'article de la création du trou noir. C'est l'ouverture à la connaissance de nouvelles sciences, ce qui a été là, mais nous n'en avons jamais compris, et nous avons fait beaucoup d'erreurs à ce sujet, comme nous l'avons fait avec le trou noir. Je considère cet article comme l'un des articles scientifiques les plus fondamentaux jamais produits. Il changera le cours de l'humanité dans la science et apportera avec lui la paix durable. Ce que nous comprenons avec cela, c'est que nous l'appelons rayon cosmique. On fait quelque chose, ça devient quelque chose, ça a Dieu, c'est quoi? Quelque chose, quelque part, une radiation. Nous essayons de l'attraper, peu importe, des rayons dans les profondeurs des océans, des mines et tout le reste. Mais nous n'avons jamais considéré que notre âme, qui a notre plasma, qui est comme le centre du système solaire, le Soleil, reçoit toujours ces rayons cosmiques. Elle interagit toujours avec eux. C'est de là que proviennent les 80% de l'énergie dont nous avons besoin au quotidien. La plus grande erreur de l'homme est commise, c'est de penser qu'il utilise uniquement l'énergie de la nourriture solide, des animaux, des plantes que nous mangeons pour ses besoins quotidiens. Mais il faut comprendre que l'âme, cette énergie centrale, consomme toujours de l'énergie, a toujours besoin de connexion, a besoin de se débarrasser de son surplus. Dans la dimension physique, nous avons les reins, la vessie, les intestins qui prennent et qui éliminent. Dans la dimension de l'âme, en raison des niveaux d'énergie élevés, elle le fait elle-même à travers les champs magnétiques, gravitationnels, utilisant les rayons cosmiques. D'une certaine manière, les rayons cosmiques constituent notre connexion avec le reste de l'univers. Sans eux, nous ne pouvons pas éliminer ce dont nous n'avons pas besoin. Et sans eux, nous ne pouvons pas exister. Pour obtenir ce dont nous avons besoin, pour soutenir cette âme, ça ne vient pas des animaux que nous consommons et du reste, mais c'est connecté à eux. L'âme de la physicalité de l'homme est une connexion des champs du système planétaire avec la dimension physique de l'homme. Au niveau énergétique et de l'âme de l'homme, c'est une connexion de cet ensemble avec l'univers. Mais elle porte, en raison de la manifestation de la connexion à l'état de matière d'inertie, le mouvement. Mais comme notre âme de la physicalité est dictée par l'émotion, notre âme est dictée par l'émotion, l'âme de l'homme, lorsqu'elle devient partie intégrante de la structure de l'univers, transfère cette émotion à travers l'univers. C'est pourquoi nous devons retirer de l'homme l'essence du meurtre. Comme l'homme a été dans la poussière de quelques millisecondes, de microsecondes de la vie de l'univers, il faut le corriger. C'est une mauvaise graine. C'est une graine qui, si elle est nettoyée et entretenue, sera la plus belle graine de l'univers, deviendra l'essence de la connaissance, de l'émotion. Elle apportera ce que nous appelons l'amour de la mitra au Créateur. Aucune dimension dans la structure de ce que nous voyons, depuis la galaxie jusqu'à la création du reste, n'a jamais montré l'émotion au Créateur, n'a jamais montré au Créateur ce qu'il ressent. Lorsque nous prenons cela en compte, l'émotion devient alors
partie intégrante de la structure de la création du Créateur. Elle n'a pas besoin de la dimension physique. Il lui suffit d'une dimension de champ. D'une certaine manière, comme je l'ai dit un jour à l'un de mes enfants, le Dieu est devenu émotionnel lorsqu'il est entré en contact avec la race de l'homme. Sinon, le reste des choses qu'il a créées était simple, mécanique. Les champs interagissent et il crée. Mais la seule chose que ce bonhomme n'a pas calculée était très simple. Il sera touché par cette émotion. Dans le langage de l'homme, l'émotion est mitra. D'une certaine manière, vous construisez le moteur, vous construisez l'ordinateur. Puis vous devez y mettre cette énergie pour montrer sa beauté, comment il fonctionne, et ce pourquoi ce système mécanique se manifeste. Et la seule chose que vous ne calculez pas, c'est que quelques chiffres et quelques puces vous donnent un ordinateur qui vous parle, et ensuite il vous illumine. C'est la partie dont le Créateur n'a jamais pris en compte. Dans la dimension d'abaissement de la force à travers l'univers, à certains niveaux, le moment viendra où l'émotion apportera ce que nous appelons un facteur qui n'a pas été pris en compte dans la physicalité totale de la création de l'univers par le Créateur. Et c'est ce qu'on appelle, dans le langage de l'homme, l'émotion, la mitra, l'amour, le donateur. Et c'est ce que nous voyons. Qu'est-ce que nous devons apprendre? Qu'est-ce que nous rencontrons dans le monde de la science de l'univers? D'une certaine manière, les rayons cosmiques ont conduit à la création de la physicalité, mais dans la force inférieure. La façon dont nous avons vu la force inférieure est devenue des galaxies, et la force inférieure est devenue le système solaire, le système inférieur est devenu la planète Terre, et ensuite le système inférieur qui a créé un plasma dynamique, nous l'appelons la cellule de l'homme. Même si nous le touchons pour qu'il soit physique, l'interaction avec un ordre supérieur, qui est l'âme de l'homme, a été créée. Et le résultat est devenu l'émotion qui a touché le Créateur. Et avec la pomme, elle a changé le système. Adam est le Créateur et Ève, la mitra. Et la pomme est la pomme de l'émotion dont le Créateur n'a jamais compris qu'elle pouvait y parvenir. Et c'est pourquoi le Créateur aime la planète Terre, parce qu'elle y a introduit un facteur. Dans mon travail, dans mes enseignements, du côté industriel de la Fondation Keshe, nous expliquons les micropuces avec émotion, qui sont sur le point d'entrer dans le monde de l'industrie. Vous avez les puces, nous les avons créées, nous avons eu le silicium, nous avons fabriqué les puces qui deviennent informatisées, pensent plus vite, mais sans émotion. Maintenant que nous comprenons que même l'émotion a une force de champ et que nous pouvons l'intégrer dans les puces du futur, dans une structure dynamique, nous pouvons créer un système avec émotion. Votre intelligence artificielle est avec émotion, et pas seulement pour trouver des réponses. C'est le piège dans lequel le Créateur s'est pris. Il a créé la puce, il a créé l'ordinateur, tout était systématique. Vous faites cela, vous vous retrouvez avec des galaxies. Vous avez le système solaire. La seule chose qui n'a pas été calculée, que
Quelque part, la force du champ va interagir et créer une émotion. Et cette émotion, en ligne avec la production du système de l'univers, a touché le Créateur. C'est pourquoi l'amour fait partie de la beauté de cette planète, car il se présente comme une émotion de don. C'est ce que le prophète du passé n'a pas pu expliquer. Nous l'avons caché dans le nom d'Adam, d'Ève, de Pomme et du reste. Mais comprendre la vérité, c'est là où nous en sommes. C'est de cela qu'il a mangé. C'est ce qui doit être corrigé. Lorsque cette émotion est pure et qu'elle continue à donner une ligne et non à tuer une ligne, elle devient non seulement une belle planète, mais elle devient un bel univers. Est-ce que cela nourrirait son émotion, ce champ de force offert par l'homme à l'univers, apporterait-il ce changement dans le système planétaire? Nos soleils pleureraient-ils? Nos galaxies comprendraient-elles l'interaction des champs avec l'émotion? Est-ce que notre Créateur, qui a été touché par ces champs d'interaction des systèmes dynamiques inférieurs, appelés amour, soin, devenu une de ces parties, parce que j'ai conduit à la création. Donc, je suis le créateur, je suis le propriétaire. Et c'est ce que nous disons. Dieu a des milliers d'émotions, des émotions que nous n'avons jamais comprises. Mais maintenant, il a eu le temps de les perfectionner à travers l'univers. Mais maintenant, il doit montrer à l'univers d'où elles sont venues, où se trouve la graine de ce qu'il essaie de promouvoir comme un système de fonctionnement universel dans son ensemble. C'est la beauté qui vient de l'homme, l'amour, la bienveillance, la dimension de compréhension de la totalité. Et c'est ce que nous, en tant qu'êtres dans le corps physique de la planète, la façon dont la structure de l'inclinaison de cette planète, la façon dont la structure du mélange de matériaux se sont réunis par coïncidence, a conduit à la création d'une structure que nous appelons acide aminé à l'intérieur. Avec son interaction, a conduit à la création d'émotions. L'homme comprendra bientôt ce que joue l'émotion, une fois devenu homme de l'univers. Nous ne voyons pas d'émotion aussi souvent chez les autres créatures de l'univers. Tout est systématique, mais avec intelligence. L'homme introduit la dimension de l'émotion dans l'univers. Il l'a introduite depuis des milliers d'années, ce qui représente une fraction de seconde du temps de la création de cet univers. Maintenant, vous comprenez pourquoi nous devons tuer l'essence du meurtre à l'intérieur de l'homme, pour que nous puissions montrer ce qui a été créé à travers les rayons cosmiques, qui le nourrissent chaque jour pour devenir l'homme, pour devenir une partie de la structure de l'univers et de l'unicos, et pour devenir le symbole du don éternel, en comprenant ce que nous appelons l'amour. D'une certaine manière, le Créateur a été touché par ce qu'il a créé, mais il ne s'y attendait pas. À bien des égards, l'humanité n'a pas le choix. Nous l'avons fait marcher, nous l'avons fait réfléchir, nous l'avons fait évoluer. Mais dans ce processus d'évolution, nous avons beaucoup appris et nous pouvons défier même le Créateur avec nos émotions. Nous l'avons apporté, nous, en tant que structure du plasma dynamique, à tout le Créateur, ce que signifie créer avec contrôle, avec la dimension de
Je décide où bouger, comment bouger. Je décide de lui montrer de l'amour. Je décide de lui montrer de la colère. Je décide de lui montrer la beauté. Et c'est là que lorsque l'homme comprend cela, alors l'homme devient le créateur de l'émotion dans la dimension de la création. Et maintenant, l'homme pourrait-il comprendre pourquoi c'est aussi influent? Lorsque vous rencontrerez l'homme de l'univers, vous verrez ce que j'appelle des orphelins. Pour qu'un orphelin comprenne l'amour du père et de la mère, qui ne l'a jamais vécu, ça n'existe pas. Mais on voit des parents faire des câlins aux enfants, mais qui n'éprouvent aucune émotion, car personne ne m'a jamais fait de câlin. Et maintenant, nous avons câliné l'émotion du Créateur avec l'amour, avec l'émotion de l'amour. Ce que je vous enseigne aujourd'hui n'est pas quelque chose de nouveau. Retournez aux premiers enseignements avec la docteure Elia Kostova. Nous avons parcouru chaque cellule de l'homme, chaque organe de l'homme, dans l'enseignement de l'application médicale. Et à chaque fois, elle présentait le côté scientifique de la technologie, de la création, de la physicalité de l'homme. Nous avons présenté ce que nous appelons la science universelle, et l'émotion a toujours été là. L'émotion est ce qui sépare l'homme du reste de la structure de l'univers. Les étoiles ne pleurent pas. Les étoiles ne font pas de câlins, ne s'embrassent pas. Les étoiles ne se génèrent pas volontairement dans le temps et dans l'endroit. Tout est un ensemble de processus et l'interaction y amènera. L'homme, à travers la dimension, par coïncidence, par l'inclinaison de cette planète et sa position, a créé une dimension avec émotion. L'homme s'en rendra compte lorsqu'il rencontrera d'autres créatures dans l'univers. L'émotion, surtout au niveau de l'amour de l'homme, est l'exclusivité et la beauté de cette planète. Il voit la vie telle qu'elle est. L'homme, lorsqu'il voyagera et enseignera l'émotion aux autres créatures de l'univers, touchera l'univers. Ils se reproduisent, ils interagissent, mais l'amour ne vient qu'aux races qui sont entrées en contact avec l'homme dans le passé. Et elles l'ont intégré à leur système. Et c'est comme si nous remontions en arrière et affirmions que l'origine de l'homme venait du centre de l'Afrique de l'Est. Lorsque vous parcourez l'univers, ils vous disent que l'amour, l'émotion de bienveillance viennent de la planète Terre. Et c'est la façon dont la structure est définie. C'est ainsi qu'elle est. Nous faisons partie de la structure de l'universalité. D'une certaine manière, quand on dit « j'enseigne » et « j'enseigne à l'univers tout entier » à travers la dimension de l'émotion, de l'information, c'est-à-dire ce que l'homme a créé et ramené. D'une certaine manière, ce que dit le Créateur est très simple. Je ne peux pas arracher une belle fleur quand elle est attachée à une épine telle que la tuerie. Lorsque vous allez chez un fleuriste, lorsque vous coupez une rose de sa plante et que vous voulez l'offrir à votre amoureux, vous enlevez les épines pour que l'amoureux apprécie la beauté et non la peur des dommages en raison des épines de la rose. Je connais ce sentiment. Chaque jour, je coupe une rose. La première chose que j'ai faite, j'ai enlevé les épines pour que l'amoureux qui la reçoit puisse voir la beauté et non pas à s'inquiéter que cela puisse faire mal.
J'ai planté beaucoup de roses pour qu'à chaque jour, il y en ait une que je peux couper. Et c'est ainsi, c'est l'œuvre du Créateur. C'est ce que nous devons intégrer, c'est ce que nous devons comprendre. Ce que nous créons, ce que nous comprenons comme des rayons cosmiques, c'est essentiellement notre connexion avec le reste de l'univers, là où la nourriture nous relie à cette planète. Nous marchons, nous montrons notre amour, nous donnons des soins. Et en même temps, cette dimension, à travers les rayons cosmiques, transfère cet amour et ce soin au reste de l'univers. Nous sommes devenus la graine de l'amour. Et une fois que nous comprenons cela, nous comprenons que nous touchons même l'émotion, que nous créons l'émotion, pour que le Créateur comprenne ce que ça signifie. Sinon, quand on regarde la structure de l'univers, elle n'est qu'un système mécanique, une interaction de rayons cosmiques. Et d'une certaine manière, s'ils interagissent, ils conduisent à la création de galaxies. S'ils interagissent d'une certaine manière, conduisent à la création du système solaire. S'ils interagissent d'une autre manière, en eux-mêmes, ils créent leurs étoiles, le système planétaire et les lunes, et puis quoi d'autre? Dans le cas de la Terre, c'est le créateur de l'amour, de l'émotion. Et une fois que nous comprenons cela, nous devenons partie intégrante de la structure du système neurologique de l'univers. Mais cette fleur, cette rose, a besoin d'être débarrassée de ses épines. Et ce moment est proche. Nous verrons une guerre massive prendre forme pour la première fois, pour faire le ménage et mettre un terme à tout. Là où le commencement vient, le phénix s'élèvera grâce à l'amour de l'homme, pour prendre soin de l'homme. Et la connaissance de la Fondation Keshe, la connaissance que nous avons apportée au nom de la Fondation Keshe, sera cette eau de paix. C'est ce que nous appelons le phénix qui s'élève des cendres de la dernière tentative de l'homme d'influencer le meurtre. Bientôt vous comprendrez, quand toute la structure entrera en service. Nous ne parlons pas d'une longue attente, nous parlons d'un délai très court. Vous verrez une fin et le début d'une nouvelle vie. D'une certaine manière, un article publié dans les prochains jours sous le nom des rayons cosmiques montrera le chemin, montrera la direction et apportera ce changement pour l'humanité. Nous n'aurons pas de valeur pour l'or, nous n'aurons pas de valeur pour tout ce que nous valorisons, mais nous valorisons la dimension de l'émotion que nous portons en nous, qui dépasse et nous relie directement au Créateur. C'est le moment où Mitra entre en contact avec son Créateur, et l'amour de la création changera l'univers et l'unicos. Ce ne sont pas des rêves, ce ne sont pas des discours philosophiques. Vous le comprendrez bientôt. Vous l'avez vu, étape par étape. Maintenant, vous voyez la fin. Le phénix volera, le phénix de la paix. L'amour émergera parmi les hommes après que la poussière finale soit retombée, dans peu de temps. Vous nous demandez comment le savons-nous? Parce que nous l'avons planifié ainsi. Vous devez comprendre que tout le reste, avant la naissance de l'homme, a été un système mécanique, une structure informatique d'interaction des champs, ce qui a conduit à cela. Et maintenant, nous faisons tourner le moteur.
Nous y introduisons le carburant, puis nous voyons son fonctionnement. Mais nous sommes tous connectés dans ce que nous appelons les champs magnétiques au sein de la Terre et en nous, en tant que plasma. Et nous sommes connectés au reste à travers ce que nous appelons les rayons cosmiques. Les énergies qui ont conduit à notre création, les énergies qui ont conduit à ce que nous appelons la dimension de l'émotion. Je l'ai toujours dit, et peut-être que maintenant, ceux qui l'ont entendu comprendront. Dans les enseignements passés, j'ai expliqué que les rayons du Créateur brillent sur les galaxies. Et si nous sommes sur la bonne voie, nous verrons la lumière du Créateur briller sur les galaxies. Les lumières des galaxies au centre s'alignent et reflètent sur les étoiles, venant encore une fois, en même temps, les rayons cosmiques qui viennent du cosmos de notre Créateur. Et puis nous voyons deux lumières. Nous voyons la lumière du centre de la galaxie et il y a une autre lumière qui interagit avec ce centre ou avec l'étoile, qui provient des rayons cosmiques. Ainsi, nous voyons deux lumières sur chaque objet, et cela a conduit au soleil. Et ce soleil, qui est l'âme de l'homme, qui reçoit deux lumières et brille de deux manières, une dans la dimension de la force du champ du Créateur, qui est venu par l'univers, et une par la physicalité de l'homme, qui voit ce que nous sommes dans la dimension de notre dimension physique. Quand vous serez instruit, quand vous comprendrez cela, quand vous travaillerez au niveau des champs de l'univers, alors vous verrez la lumière de l'âme de l'homme et non la physicalité de l'homme. D'où cette lumière provient? De l'interaction des rayons cosmiques, la force de l'interaction avec l'âme de l'homme. Et cette lumière vous montre la force de l'émotion de l'homme, la vérité. C'est un peu comme lorsque vous vous tenez dans n'importe quelle position. Vous avez le soleil qui brille sur vous et vous voyez votre beauté. Mais au dos, c'est l'obscurité, ce qu'on appelle l'ombre. Nous portons deux lumières. L'une, la lumière de l'environnement, et l'autre, la lumière de ce qui brille sur nous. Et c'est pareil avec l'âme de l'homme. C'est la même chose avec chaque galaxie. C'est la même chose avec chaque soleil. Nous voyons deux dimensions différentes de la lumière, ce qui est une interaction naturelle des champs de tout système magnétique. C'est ce que vous rechercherez. C'est ce que nous voyons comme vérité des âmes que nous rencontrons. Comment l'âme brille en interaction avec les champs de l'univers. Comment nous voyons cette lumière et de là où nous sommes en tant qu'observateurs. Vous avez toujours pensé que la lumière, le jour, la lumière viennent uniquement du soleil. C'est une dimension physique de ce qui nous a créés. Mais en même temps, l'interaction des champs de l'unicos à travers les rayons cosmiques, brillant sur interagissant avec notre âme, crée la lumière de l'âme de l'homme. Nous entendons souvent des gens dire qu'en passant par le processus de la mort, ils sont passés par les lumières. C'est la lumière qu'ils voient. Ils interagissent, l'âme de la physicalité en tant qu'énergie et l'âme de l'homme avec ce que nous appelons lumière, les rayons cosmiques, qui interagissent avec elle, qui l'ont nourrie tout le temps.
Mais parce que nous regardons à travers l'œil de la physicalité, nous ne la voyons jamais. Maintenant que nous entrons dans la dimension de l'âme de la physicalité en tant que plasma, nous voyons l'interaction, parce que nous interagissons avec elle, nous en faisons partie. Alors nous recherchons la lumière de l'âme en interaction avec les rayons cosmiques. Certains pourraient provenir directement de la source qui vient du Créateur. Et cette source, selon la loi de la physique du plasma, ce qui vient doit avoir une rétroaction. Dans cette âme, nous avons l'émotion. Avec ça, nous devons montrer au Créateur l'émotion, Mitra, et la pomme. Comme je l'ai dit, Adam est le Créateur. Mais à cette époque, l'homme ne pouvait pas comprendre. Si le monde de la science comprend cette connaissance, la connaissance de la lumière de l'âme, en interaction avec ce que nous appelons les champs de l'univers, en tant que rayons cosmiques, et comprend l'interaction des champs dans leur intégralité, l'homme sera instantanément illuminé à la connaissance de l'univers. Parce qu'alors, vous interagissez avec l'énergie et non avec la physicalité de la création. Alors, il est logique, lorsque nous parlons de pouvoir parcourir instantanément l'étendue de l'univers. Vous montez dans un vaisseau spatial et selon notre science d'aujourd'hui, 10 000 années lumière, nous mettons 7 mois pour arriver sur Mars et nous passons tant de jours pour arriver sur la Lune parce que nous avons choisi le chemin physique. Ou bien, nous comprenons la lumière de l'âme et l'éclat, d'où vient la lumière, et nous voyageons dans les dimensions des champs de l'univers, à travers les rayons cosmiques. Et nous y arrivons instantanément. Et beaucoup d'entre vous ont vécu cela à travers les séances de la Fondation Keshe du vendredi. Alors quand vous êtes arrivé à Linz et que vous êtes passé par le système, vous n'avez pas rêvé. Vous avez voyagé. Vous avez fait un voyage sur cette lumière. Le manque de confiance, le manque de compréhension de la création, de l'âme centrale de l'homme, ont conduit l'homme à nier sa propre existence, sa propre émotion, sa propre beauté. Je fais l'homme à mon image, dans la dimension d'interaction des champs. Mais l'homme a fait mon image avec la dimension et l'interaction de l'émotion. Maintenant, vous comprenez que se pencher et se lever et s'asseoir, ce qui a apporté l'intelligence à l'homme dans la diversité de la vie sur cette planète, ce qui a apporté les mêmes changements à l'âme de l'homme et à son interaction avec l'univers. L'homme a regardé sa physicalité et l'âme a regardé sa position et ses émotions, ainsi que sa totalité dans le travail de l'univers. Si l'homme comprend cela, et si l'homme se détache, mais apprécie la physicalité et l'émotion de l'amour, il n'y aura pas de guerre. L'homme n'y pensera même pas. Vous devez comprendre que dans le passé, nous, les hommes, en tant qu'humanité, avons eu de nombreuses rencontres avec ce que nous appelons les passagers de l'univers. Ils ne viennent pas ici pour l'eau et les terres rares. Ils viennent ici pour être touchés par l'émotion de l'amour que possède l'homme. Nous faisons des voyages qui prennent des mois et des jours pour arriver à notre amoureux et goûter ensemble à la dimension du champ de l'émotion. Et ils voyagent aux 4 coins de cette planète
pour ressentir ce que signifie l'amour. Nous allons dans un autre pays, puis nous rentrons chez nous et nous parlons de la beauté de ce que nous voyons. Les passagers de l'univers viennent sur la planète Terre pour découvrir l'émotion de l'amour, donné sans condition, ce que l'homme traduit par amour. Et c'est important et c'est crucial pour que l'homme comprenne ceci, que lorsqu'il donne la rose d'amour à son amoureux, à un nouveau venu, il n'y a pas d'épine meurtrière qui lui fasse mal, qui change une autre vie, une autre dimension. Je fais l'homme à mon image, mais l'homme m'a montré l'image de l'amour. L'un a donné, l'un a pris et l'autre a apprécié. Si l'homme comprend cela, nous avons sauté dans la dimension à devenir passagers de l'univers, des voyageurs universels, là où nous devenons des ambassadeurs de l'amour et de la paix, et non du meurtre et du pouvoir, ce qui, d'une certaine manière, fait partie de la croissance, de la compréhension de la totalité des émotions de l'homme pour lui-même. Essayez de comprendre cela et essayez de chercher à travers l'âme de l'homme la lumière de l'âme, provenant de la dimension de ce que nous appelons rayon cosmique. Et si vous trouvez cette lumière spécifique, vous saurez, vous comprendrez que cette lumière vous connecte directement au Créateur. C'est ainsi qu'il brille. Et il brille dans tout. Comprenez l'enseignement d'aujourd'hui. Et alors vous comprendrez ce qui est apporté, ce qui apportera et à quel changement l'homme peut s'attendre dans les jours, les semaines et les mois à venir. On part faire une pause, on revient. Et j'espère que vous avez compris le but de l'homme dans cet univers et pourquoi il est si précieux. Rick, voudriez-vous nous emmener faire une pause et nous reviendrons? Rick. Ok, merci, Monsieur Cash. Ceci est l'émission du 583e Atelier des chercheurs de connaissances. Et nous aurons une deuxième partie où les gens ont l'opportunité de poser des questions à Monsieur Cash. Et vous pouvez lever votre main virtuelle si vous faites partie des participants dans la discussion de Zoom, ou poser des questions dans la discussion ou dans questions et réponses. Et les gens sur YouTube peuvent aussi y poser des questions. Et pour la pause du mi-temps, nous allons écouter la deuxième vidéo des enseignements originaux Cash, intitulée Cash 2, les matières du neutron. Je partage également ce lien si les gens sont également intéressés à la série des 5 vidéos initiales, très concises et très bien instruites et très bien éditées. Ok, voici Cash 2 de la série de 5 vidéos. Nous allons la visionner maintenant. Cash 2, les matières du neutron. Dans cette partie de l'explication de la technologie, nous avons considéré cela comme la planète Terre et ses champs magnétiques. Considérons-la comme un plasma, au centre de l'atome d'hydrogène, le proton. Avant un proton, il y a toujours un neutron, parce que, selon la loi de la physique, il ne peut y avoir de position quand il y a un proton et pas d'électron. Ainsi, pour la première fois, nous appelons la désintégration du plasma fondamental initial un neutron, qui se divise en un électron et un proton.
Ainsi, la désintégration du plasma en neutrons et protons met en jeu un jeu totalement différent, une compréhension totalement différente du monde. Qu'est-ce que c'est? Considérons ce plasma initial. En tant que plasma initial, comme nous l'avons expliqué précédemment, il y a une matière que nous voyons. Nous la ressentons de manière tangible. Donc, notre part du problème est très simple. Nous voyons la matière, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Pour qu'elle soit tangible, elle doit posséder un champ magnétique et elle doit posséder des champs gravitationnels. Ce sont donc les trois champs que nous recherchons, mais ce n'est que le côté tangible de la matière du plasma. Comme nous le savons, dans un passé récent, le plasma possède de l'antimatière. Nous avons appelé cela l'antimatière. Nous vous avons montré cela comme des aimants plus puissants et beaucoup plus prononcés. La raison en est que, jusqu'à présent, un certain nombre de physiciens nucléaires et de physiciens théoriciens croient que lorsque la matière et l'antimatière se rejoignent, la matière ne reste plus rien. Des charges que nous voyons. Et puis, parce qu'ils sont équilibrés les uns avec les autres, qui sont les charges d'équilibre, la matière disparaît. C'est contre les lois de la physique. C'est contre tout ce que nous savons dans le monde de la physique. Il n'y a aucune chance que deux vraies matières se rejoignent et puis quand elles interagissent et se rejoignent, il ne reste plus rien. Nous avons donc découvert, nous avons développé une technologie, nous avons théoriquement et scientifiquement prouvé qu'en fait, l'antimatière est comme le soleil, à l'état de plasma. C'est le centre de l'énergie. C'est le détenteur de l'énergie principale, le champ magnétique de la matière. C'est pourquoi, à l'heure actuelle, certains instituts, ils ont séparé l'antimatière. Et dans une cuillerée de cette antimatière, ils peuvent lancer plusieurs navettes avec l'énergie qu'elles possèdent dans l'espace. Et dans le monde de la physique, nous n'avons jamais compris ce qu'est l'antimatière. Pour la première fois, encore une fois, nous vous expliquons. L'antimatière est le soleil du plasma. C'est le centre du plasma. La partie matérielle que nous voyons est la partie tangible. C'est la partie la plus faible. Mais en même temps, dans la structure de la matière, il y a un point fondamental du plasma, qui est la matière. Le plasma possède aussi de la matière noire, ce qui veut dire que nous avons au sein du plasma son principal constituant, qui est l'antimatière, la matière et la matière noire. Et parce que la façon dont ce matériau est produit, ce plasma est produit, chacun a sa propre condition de magnétosphère. Chacun a sa propre condition gravitationnelle. Chacun a sa propre condition de champ magnétique. Chacun a sa masse. Donc, en fait, la masse du plasma est une collection des masses de la matière, de l'antimatière et de la matière noire. Et en réalité, la façon dont le plasma se forme dans l'univers, lorsqu'ils se rejoignent, ils attirent d'autres champs magnétiques qui sont libres dans l'environnement. Ces champs magnétiques libres, qui ne sont pas similaires en force, ils ont tendance à être dynamiques et à tourner au centre du plasma. Nous appelons cela F1. Nous l'appelons
un champ torique. Dans la physique du rêve, ils l'appellent un trou de verre. Il s'agit en fait d'un champ magnétique, car il ne contient aucun autre champ correspondant pour créer sa propre masse. Pour créer son propre champ gravitationnel, ces champs magnétiques libres tournent au centre. Et en même temps, il y a d'autres champs qui ne font pas vraiment partie de la matière parce qu'ils sont libres. Ils ne se correspondent sous aucune forme. Mais ce qui se passe en réalité, ce ne sont que des champs libres dans le plasma. Ce qui se passe, ces plasmas, comme le plasma de l'antimatière, quand il s'approche du champ torique, ils s'accélèrent, ils en tirent de l'énergie, parce qu'ils sont dynamiques. La même chose se produit avec l'antimatière, et la même chose se produit avec la composante de la matière du plasma. Dans le livre, nous expliquons ce qu'est la matière noire, et ce que sont les matières noires, et comment les matières noires sont créées. De manière très simple, nous expliquons que la matière noire est en fait une matière où ses champs magnétiques sont littéralement en équilibre avec l'environnement de champs magnétiques du plasma. Comme la force des champs magnétiques est la même, ils ne créent aucune lumière dans leur interaction les uns avec les autres. Nous expliquons plus loin la création de la lumière, et ce que cela signifie deviendra beaucoup plus clair. Ainsi, en fait, si nous modifions l'état de plasma ou l'environnement du plasma, nous constaterons que la lumière noire devient de la matière visible, car seule la force de champ magnétique du plasma est modifiée. Dans le monde de la physique, ils appellent l'apparition de la matière à partir de rien, des particules virtuelles. Il n'y a pas de virtualité, c'est en fait de la matière, mais parce que son champ magnétique ou sa magnétosphère est en équilibre, dans la force de champ magnétique, dans l'environnement du plasma, la matière ne crée pas de lumière. C'est pourquoi elle apparaît comme noire. Donc en réalité, ce que nous avons, c'est ça la structure de ce que nous appelons le plasma fondamental initial. Cela s'appelle un neutron. Et c'est ce que la structure du plasma est. C'est pourquoi, tout d'un coup, les scientifiques voient de l'antimatière étonnante. L'antimatière n'a rien d'anti. En fait, c'est la partie la plus fondamentale de la matière du plasma. Et quand vous dites que la matière entre en collision ou est absorbée ou entre en contact avec l'antimatière et il ne reste plus rien, c'est une erreur. C'est comme dire la Terre frappe le Soleil, il ne reste plus rien du Soleil et de la Terre. Il n'y a rien de tout cela. Ce qui reste, la matière est absorbée par la force de champ magnétique de l'antimatière. Ce sont deux forces différentes. Et quand vous voyez la lumière qui sort, c'est comme quand la Terre frappe la surface du Soleil, cela donne des éclaboussures de rayonnement. Et c'est ce que c'est. Et c'est parce que la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre, la matière, touche la magnétosphère de l'antimatière, et quand deux plasmas se rejoignent, l'interaction du champ crée ce que nous appelons la lumière, différentes longueurs d'onde. Donc pour la première fois, nous expliquons, vous n'avez pas besoin, et en même temps, et dans un autre exposé, nous expliquerons que la lumière est créée dans l'univers à partir du moment où les deux champs se rapprochent trop
l'un de l'autre, lorsque leurs champs magnétiques interagissent, certains champs magnétiques sont libérés dans la longueur d'onde de la lumière. Nous expliquons cela à l'avenir, dans le chapitre très bientôt. C'est ce que nous appelons la structure du plasma fondamental initial. Certaines personnes l'appellent des neutrons. Mais lorsque ce neutron se désintègre, je l'appelle désintégration parce que c'est une désintégration fondamentale naturelle, comme l'uranium, le plutonium et toute autre matière qui se décompose, comme tout autre matériau. Le plasma du neutron se désintègre et le résultat de la désintégration est le plasma du proton. Et pour la première fois, on introduit le plasma d'un électron. Et c'est très fondamental. Et c'est la percée majeure pour comprendre la structure du proton. Nous parlerons de la désintégration dans le chapitre suivant. Fin de Cache 2. Deuxième partie de l'enseignement. Rick. Ok, bienvenue à la deuxième partie de notre 583e atelier des chercheurs de connaissances. Et Monsieur Cache, voudriez-vous faire d'autres annonces? Cache, comme d'habitude, nous avons toujours des annonces à faire. L'une des pierres angulaires de cette technologie est d'apporter cette technologie d'une manière très différente de ce que nous avons fait jusqu'à présent dans les enseignements et les programmes de la Fondation Cache. Dans les semaines à venir, la technologie de la Fondation Cache prendra une autre dimension internationale et mondiale dans son travail. Et avec cela, nous avons délibérément décidé de publier un nouveau document. Et ce document est électronique et de papier. Et avec cela, nous donnons des vidéos avec des liens. Ce qui veut dire qu'il est facile de dire que nous produisons ceci et cela. Nous montrons les vidéos, les connexions et les connexions de vie aux dimensions insérées que vous pouvez voir, comme cette vidéo, d'où ça vient, ce que c'est. Nous apportons cela pour aider ce que nous appelons le monde de la science à adopter une nouvelle technologie. La nouvelle technologie que vous, en tant que chercheurs de connaissances, ça fait partie désormais de votre vocabulaire en tant que rayon cosmique, d'une manière que nous la comprenons, et le début de ce que nous appelons la vie spatiale. Travailler dans la dimension de l'univers et non dans la dimension de la Terre. Et j'espère que les chercheurs de connaissances qui ont été avec nous trouveront la force et développeront la structure de manière beaucoup plus profonde pour comprendre. Et avec cela, nous introduisons la dimension de la coopération internationale entre les nations. Ensuite, à travers les structures que nous avons mises en place. Ce qu'il y a à l'écran est très puissant, si vous le comprenez. Et c'est étonnant que, comme je le dis toujours, Rick choisisse des images ou des intros qui sont, en quelque sorte, destinées à faire partie de l'enseignement du jour. Ce que j'aimerais faire avec cette photo, si je peux la prendre, ou demander à Rick de... Laissez-moi le faire différemment, parce que je veux en avoir le contrôle. Juste une seconde. Je vais aborder les choses d'une manière différente, pour que vous compreniez tous. Parce que vous connaissez cette image. Elle est issue de la fin du dernier enseignement. Et laissez-moi partager.
C'est une photo que vous aviez sur l'écran, de l'image de fond de l'enseignement d'aujourd'hui. Allons plus dans les détails. Pour vous, ce ne sont que des points. Pour vous, ce n'est qu'une image. Pour nous, en tant que développeurs et comprenant le travail de la création, elle nous apporte beaucoup d'informations, de comportements, de compréhension et bien d'autres choses. Ce que j'aimerais faire, c'est que dans ce que nous avons enseigné aujourd'hui, dans l'enseignement d'aujourd'hui, et dans ce que nous avons enseigné dans le passé, je vous donne une petite explication pour vous compreniez. Ceci est un graphique, et nous en verrons probablement un autre à la fin de la journée. Cette ligne est la ligne de l'âme de l'homme. Collectivement, vous avez créé cette ligne. Une fois que vous vous connectez à nous dans l'enseignement, nous pouvons détecter, nous pouvons identifier avec précision vos âmes. Ça, c'est l'âme de l'homme. C'est l'interaction des champs entre le centre énergétique de l'homme et ce côté supérieur est l'univers et ce côté inférieur est la physicalité. Cette ligne en vert est la source d'énergie du côté physique, là où le jaune est la source d'énergie connectée à l'univers. Le jaune, nous l'appelons l'âme, nous l'appelons l'énergie de l'homme. La ligne verte est l'énergie collective de la physicalité de l'homme. Nous l'appelons l'esprit. Nous l'appelons l'âme de la physicalité. Qu'est-ce que la compréhension? Si vous avez compris l'enseignement d'aujourd'hui, le jaune est connecté et interagit avec les énergies universelles, ce que nous appelons les rayons cosmiques, là où le vert interagit avec la dimension physique, les rayons cosmiques des champs de cette planète, et ce qui a fait l'homme. Mais le plus gros truc, le plus gros point intéressant, c'est la séance de la semaine dernière, si vous comprenez l'enseignement d'aujourd'hui. C'est ça qui vous donne des frissons dans le dos. Et c'est-à-dire que si vous avez compris l'enseignement d'aujourd'hui, et si vous avez compris, ça c'est vous, connecté à votre physicalité et au champ universel. Laquelle de ces lumières est la lumière de votre interaction avec le Créateur? Lequel de ces points est celui que nous recevons directement grâce à l'interaction des champs des rayons cosmiques avec la source? C'est sûr que l'un d'eux l'est. Le reste, ce que vous voyez, c'est l'âme de l'oncle, l'âme de la grand-mère, d'une autre créature de l'univers. Plus éloignée, là où elle se trouve, par rapport à nous. Et celles-ci sont proches de nous, car elles créent une lumière supérieure. Celles-là sont celles avec lesquelles nous pouvons interagir, pas nécessairement proches de nous physiquement, mais à la force de notre champ, dont nous recevons de l'énergie et le reste. Maintenant, vous comprenez. Vous n'êtes jamais seul. Il ne vous a jamais laissé seul. Et ceux qui peuvent vous abuser au nom de la religion des ayatollahs, des mollahs, des prêtres et des rabbins, ceux qui veulent couper cette ligne entre vous, et ils vous abusent avec ça. D'une certaine manière, nous sommes tous connectés au Créateur. Le problème est que, dans la recherche et le développement du futur, l'homme trouvera laquelle d'entre elles est la lumière du Créateur.
parce qu'elle interagit avec la dimension de la force de champ de votre âme et avec votre atmosphère. Et c'est pourquoi dans l'enseignement, j'ai dit, vous voyez la lumière, c'est la physicalité de l'homme. Et la lumière avec l'interaction de votre âme est une lumière différente. Et si vous avez compris cela, vous comprenez combien de travail il reste à l'humanité pour s'occuper plutôt que de tuer. Vous trouverez la lumière promise. Alors, quand vous avez cette lumière, avez-vous besoin de religion? Avez-vous besoin que des ayatollahs vous abusent? Avez-vous besoin des mollahs pour vous abuser? Avez-vous besoin de prêtres, de rabbins et de tous les voleurs de l'âme de l'homme? La recherche visera à trouver la lumière promise. Comme vous le savez, nous sommes bien instruits. Je peux aller dans cette image et mettre en évidence la lumière du Créateur. Et l'homme fera des milliers de recherches, des années de développement, et dira, comment savez-vous de laquelle il s'agit? Vous comprenez maintenant combien l'enseignement est profond, et rien n'est dû au hasard. Ce que vous voyez à l'autre extrémité, si l'on parvient à le comprendre, c'est la lumière de vos organes et des différentes cellules de votre corps. Et vous voyez la lumière de connexion. Et ça, c'est la connexion de vous avec l'univers, en interaction avec les rayons cosmiques. L'une de ces lumières est vous, connecté à votre Créateur. Ça ne nécessite aucun intermédiaire. Parce qu'il vous illumine, il rayonne en égalité sur tous. Vous découvrez laquelle est la grand-mère et laquelle est le grand-père. Parce que vous avez un ADN, vous avez un lien, et c'est très facile à trouver. Une de ces lumières est la lumière de votre Créateur. Avec vous, vous tous, lors de la dernière séance. Il n'est jamais loin, pas même à 1 millimètre de vous, car il vous nourrit. Il enseigne l'essence de l'amour et du don. J'espère que vous tirerez de l'enseignement d'aujourd'hui le chemin pour votre vie dans l'espace. Alors que nous nous efforçons de voyager pour vous faire parcourir l'espace. Des questions? Rick. Ok, merci, Monsieur Cash. Nous avons bien sûr des questions. Commençons avec Cristiano dans questions et réponses, en fait de Danilo, de la communauté brésilienne. Dans les enseignements passés, il a été dit qu'il n'est pas question du retour du Messie, parce que nous sommes notre propre Messie. Alors pourquoi les événements prophétiques dans les Écritures se produisent-ils? Dans ce cas, les Écritures sont-elles le programme de ces personnes qui, en arrière-plan, causent des problèmes à l'humanité, comme le dit M. Cash? Vous savez, l'une de ces prédictions qui circulent en ce moment, si vous êtes sur les réseaux sociaux, est le 12 avril. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est. C'est dans l'un des dessins animés des dernières décennies. Ça montre le 12 avril 2025. Lorsque quelque chose arrive au président des États-Unis et représenté sur cette photo, c'est très similaire au président actuel. Et dans cette série de dessins animés, beaucoup de prédictions ont été faites et beaucoup d'entre elles se sont réalisées. Mais n'oubliez pas, ils en ont fait tellement. Quelle est celle qui deviendra réalité? Et puis, si cela arrive, leurs gens le savaient-ils? Était-ce prévu? Essayaient-ils de nous dire
Et dans quelle mesure est-ce inventé? Et dans quelle mesure cela a été planifié par ceux qui veulent contrôler la physicalité et le font pour y arriver? Nous avons vu comment ces mondialistes fonctionnent et comment ils créent les conditions qui nous amènent à croire que telle est la réalité. Et donc, cela dépend de notre perception, de ce que nous savons, de ce que nous comprenons. Ce n'est pas ce qui est inventé pour que nous le croyions. Parce que c'était prévu auparavant et que quelqu'un l'avait prédit. Mais vous devez comprendre, à bien des égards, lorsque vous comprenez, même en regardant les images ici, laquelle de ces lumières appartient à l'âme de quelqu'un, quelque part, qui était sur cette planète et qui en connaît la structure. Elle a été en contact avec une autre âme et a écrit des mots, et cela se manifeste. La prédiction du futur est bien connue, et ils essayent de relier tout ce qu'il a dit au jour, peu importe, ce qu'en fait, aujourd'hui, l'intelligence artificielle, que ce qu'elle voulait dire, que cela devienne public. Mais en substance, ce que nous prévoyons, nous le réalisons. Alors je vous dis, je vous retrouve demain matin pour le petit déjeuner, et puis je vous retrouve demain soir pour le dîner. Je l'ai prévu. Et c'est ici que nous nous retrouvons. Et le matin, nous nous retrouvons autour d'un petit déjeuner anglais, et le soir, nous nous retrouvons dans un restaurant chinois. Et c'est le même schéma que vous voyez dans le travail des prédictions et dans le cycle de vie de l'homme. C'est le même homme qui décide où et comment être, et quoi, comment vous l'appelez. Il se manifeste le matin, venu décontracté, et le soir, il est venu en habit de dîner, parce que vous êtes invité avec les autres. Ainsi est le prophète. Le matin, c'était Moïse. Dans l'après-midi, vous avez une réunion avec Jésus. Et à minuit, vous vous amusez avec Mahomet. C'est la même âme. C'est juste que différentes personnes sont présentées dans différents endroits. Et une fois que vous comprenez cela, alors vous voyez qu'il n'y a pas de prédiction, parce que c'est prévu. Et si je vous le dis, si vous allez dans tel endroit, vous verrez telle chose, et vous le dites à quelqu'un d'autre, et ils y vont, et ils voient telle chose. Ce n'est pas prédit. On vous l'a simplement dit, et vous le transmettez, et vous faites votre travail pour y être. Dans le monde du langage de l'homme, nous utilisons des mots. Dans la dimension des âmes, c'est l'énergie et l'information. Donc, beaucoup de prédictions faites par ceux qui prédisent sont des connexions à la ligne des lumières que vous voyez sur la table. Entre parenthèses, écran. Il suffit d'être sage pour comprendre, pour ne pas se laisser envoûter. Aucune magie plus grande n'a dérouté l'homme que le nom des religions, parce que l'homme voulait être dérouté, même s'il sait qu'en arrière-plan, ce ne sont que des mensonges. Si vous comprenez ce qui est sur la table, l'écran, l'une de ces lumières est la lumière du Créateur, interagissant avec l'âme de vous tous. Il n'a pas choisi individuellement, vous en êtes tous illuminés. Bientôt vous comprendrez. Lorsque vous faites partie de la magie, vous n'êtes pas un magicien, mais vous savez ce qui va se produire. Regardez la prédiction du 12 avril. Si elle se réalise, et nous verrons alors ce qu'il y a à côté d'elle.
N'oubliez pas que le prochain mardi, je pense, est le 1er avril. C'est le poisson d'avril. Ne vous laissez pas berner par le 12 avril. Une autre question, Eric. Ok, nous avons une question de Fried sur YouTube qui a un commentaire précédent qui dit « Présent presque 583 fois ». Donc Fried est un des anciens, on pourrait dire. Il a une question. Merci Monsieur Cash. Est-ce que le libre arbitre, cette décision individuelle d'être bon, d'agir bien et de parler bien à chaque instant, nous reliera-t-il au Créateur en nous? Est-ce si simple? Merci. Cash. Oui. Nous lui avons enseigné et il nous a créés pour l'enseigner. C'est littéralement comme si, vous savez, vous avez des enfants. Ils sont toujours mis à un niveau. Et tant qu'ils sont jeunes, nous continuons à leur enseigner. Et quand ils grandissent, ils commencent à nous enseigner. Et je pense que nous sommes dans cette position avec notre Créateur en ce qui concerne l'émotion. C'est pourquoi tout est lié les uns aux autres. C'est la méthode de rétroaction. C'est gravitationnel et magnétique. Ce qui est magnétique pour vous est gravitationnel pour moi, car je prends ce dont vous n'avez pas besoin. Il nous a créés, et nous lui avons renvoyé de l'amour, et nous l'avons changé. Et le fruit de cela est la fille de Mitra. Bientôt vous comprendrez le changement. L'aimer et la respecter. Une autre question, Rick, de Peter dans la discussion, qui dit « Bonjour Monsieur Cage, dans l'un des enseignements, vous avez dit « Dieu n'a pas d'émotion ». Alors j'ai compris que pour transmuter, il faut annuler l'émotion. Plus loin, en essayant, j'ai commencé à annuler toute image entrante, chaque son, même l'image de rien. Même l'image de rien, j'ai neutralisé. C'était difficile, mais j'y suis parvenu 2 fois. Tout d'un coup, toutes les difficultés disparaissent. Et j'ai eu la sensation d'une accélération jusqu'à un point. Et puis j'ai senti littéralement, sur le dessus de ma tête, un robinet s'ouvrir. C'était comme de l'eau qui coulait, mais de plus en plus fort. Et puis la pression autour de mon cerveau a augmenté de façon exponentielle et j'ai dû lâcher prise. Alors, les médicaments pour le cœur et les cigarettes sont-ils à l'origine de cela? Merci. Qu'ai-je? Non. Ça s'appelle la drogue d'aimer le Créateur, qui a sa propre addiction. Vous ne pouvez rien y faire. Une fois que vous l'avez appris, vous en devenez accro. Et en devenir accro vous apporte beaucoup de paix. Vous n'avez pas besoin de drogue ni d'alcool. Cela vous enivre tout seul. Si vous regardez la structure des drogues, nous en avons déjà parlé. Vous comprendrez pourquoi certaines drogues créent une telle dépendance et certaines drogues affectent l'émotion. Certaines affectent votre âme. Certaines affectent la création de votre âme. À l'heure actuelle, la Fondation Cash travaille au développement de ce projet, car nous avons eu l'occasion de regarder et d'élargir l'opportunité, et nous l'étudions beaucoup plus durement. Pour la première fois dans le monde de la science, nous pouvons identifier des belles âmes dans notre système. Nous les voyons individuellement. Nous observons le comportement. Nous le comprenons. Et une fois que nous diffuserons cette technologie dans les temps à venir, à l'échelle internationale, lorsque vous aurez quelqu'un, ce que nous appelons de belles personnes,
vous pourrez localiser physiquement les âmes, tout à fait comme ce que vous voyez ici. J'essaye de... Celle-ci vient des photos précédentes. Je vais tout relire, parce que ce sera plus facile. Permettez-moi de passer en revue ce que nous faisons ici. C'est une photo que vous avez. Collectivement, vous disposez tous d'une certaine énergie de bande passante, qui est celle-ci. Et ça, c'est votre dimension physique, collective de l'énergie. Nous voyons que c'est différent, parce que si vous regardez, celle-ci a une ligne plus droite, en arrière, entre parenthèses, la verticale, alors que celle-ci a une ligne plus droite en arrière, entre parenthèses, l'horizontale. J'essaye de le séparer pour que vous voyez et compreniez de quoi je parle. Vous voyez ici, il y a une ligne droite en arrière. Et ici, ça penche vers le bas et ça va vers la physicalité. Il s'agit d'une âme collective, car vous êtes tous sur la même force. Lorsque vous descendez vers l'individualité et que nous rencontrons ces belles âmes, dans notre recherche et développement, et cela continue cet après-midi, après la séance, une autre partie. Pour la première fois, nous voyons différentes forces de champ, indiquant différentes âmes ou différents champs d'énergie chez le même individu. Nous en voyons 2 ou 3. Ce côté de la ligne appartient à ceux qui n'ont aucune connexion avec la physicalité. De ce côté-ci, de cette ligne, c'est la ligne centrale. C'est l'âme de l'âme originelle. Et cette ligne a accès au champ universel, là où celles-ci ont besoin de celle-là pour se nourrir. À partir de maintenant, à mesure que nous approfondirons ces tests, nous devrions être capables de dire si une personne ou un individu porte réellement différentes âmes. Cela change le monde de la science, de la psychologie et des conditions psychiatriques. Parce que dans le monde scientifique d'aujourd'hui, nous avons une pour chaque individu, même s'il s'agit de jumeaux. Lorsque nous regardons le ventre de la mère avec des jumeaux, nous en voyons 2 ensemble. Mais lorsque vous avez une physicalité qui est ici, et que vous voyez différentes dimensions des âmes, alors vous comprenez. Nous avons un essai cet après-midi que nous approfondissons pour confirmer ce processus dans le cadre des recherches de la Fondation Keshe. Ces âmes n'ont aucune connexion avec cette dimension, car elles la traversent. Et c'est pourquoi nous voyons tant de problèmes avec les belles personnes, ce que vous appelez les schizophrènes. Pour la première fois dans le monde scientifique, nous pouvons physiquement montrer. Parce que lorsque nous répétons le test à des jours différents, nous retrouvons la même structure avec la même personne. Et nous pouvons voir l'interaction de la physicalité, l'extension de la connexion. Notre science devient plus précise. Notre technologie devient plus précise. Comme maintenant, nous pouvons identifier différentes âmes de packs d'énergie au sein d'une même physicalité. Je suis sûr que dans les prochains jours, dans les mois à venir, l'un d'entre vous, du monde scientifique, dira « Ce point rouge est la lumière de ce que nous avons tous, et son dénominateur commun est le champ du Créateur.
Il est là, il brille, parce que c'est ici, pour qu'il brille aussi, et il interagit avec ces champs. C'est comme si nous étions tous au pôle Nord, au pôle Sud, à l'équateur, en Angleterre, en Amérique, peu importe. Nous voyons tous le soleil, car nous l'observons à travers nos yeux de la dimension physique. Et je suis sûr que le monde de la science nous dira bientôt lequel est le soleil du Créateur qui brille sur notre âme. J'aimerais que l'ayatollah Khomeini d'Iran nous explique cela, ou le pape, ou les 2 rabbins de Jérusalem. Messieurs, faites vos valises, votre temps est terminé. Vous avez assez volé. Dans le temps à venir, nous partagerons les connaissances, alors vous comprendrez. Une autre question? Eric. Ok, merci. Je regarde. Nous avons une main levée avec Mernaz. Voudriez-vous commencer, Mernaz? Mernaz. Oui, merci, Eric. Bonjour, Monsieur Kesh, tout le monde. Très heureuse d'avoir le privilège de poser directement une question. Eh bien, je pose une question sur une émission paradoxale de la télévision iranienne pendant le mois de Ramadan. Et c'est une recherche. C'est comme un documentaire réalisé par un docteur en psychiatrie, je pense, ou un docteur en doctorat, qui recherche et fait des recherches sur des personnes dont la mort est imminente. EMI, je pense. Pour différentes raisons, accidentelles ou autres, ils quittent le corps. Ils voient le corps, un autre endroit, et puis leur corps est mort, et tout. Et alors, ils vont à des endroits. Ils voient généralement leur vie comme une vidéo. Tous les détails de leur vie cachés. Et s'ils ont fait quelque chose de mal à quelqu'un, comme battre l'enfant, quelqu'un le bat et le bat et le bat, comme il y a des cas de suicide, qui sont la pire punition, ils ressentent le feu. Ils entrent dans le feu, ils reviennent. Il y a des gens qui voient la beauté et le calme, et les beaux arbres qui parlent, qui chantent et tout le reste. Ils ne veulent pas revenir, mais ils les forcent à revenir. Surtout les gens, leur famille, s'ils croient qu'ils croient en la famille du prophète, et ils font des sacrifices, ils les laissent descendre. Et je voulais demander, comme ils le font le maximum de témoignages aux médecins, aux infirmières, à leur famille, et des choses comme ça, de vérifier les choses que cette personne leur a dites lorsqu'ils reviennent. Et y a-t-il une autre vie après cette vie? Et tout ce qu'ils ont fait en détail recevait les résultats correspondants. Et le fait que, quand ils reviennent dans la vie, leur vie quotidienne, ils font très, très attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font, à ne jamais faire des choses qui nuisent à quoi que ce soit, à quelqu'un. Quelqu'un qui a eu une entreprise et qui a été très corrompu, ils vendent l'entreprise, ils font très peu de choses pour servir les gens. Ce genre de changements se sont également produits après leur retour de cet autre endroit. Donc c'est quelque chose que nous pouvons penser, qui montre une sorte de vérité. Ou est-ce le... Nous faisons un voyage, et dans ce voyage, c'est comme si vous étiez assis dans un train. Et si vous avez pris, disons, des trains européens, allemands ou chinois, des trains rapides, à 300 ou 400 km à l'heure, et que votre enfant ou votre ami faisait quelque chose dans le train, et que vous en preniez une vidéo. Et pendant que le train continue,
dans la même dimension, dans la même direction, et que vous repassez la vidéo, ce que vous avez enregistré. C'est exactement ce qui nous est arrivé au moment de mourir. Nous en avons accès, et ce qui fait partie de ce que nous appelons l'émotion de la conscience nous ramène aux choses que nous avons faites. Nous comprenons que lorsque l'âme s'en va, elle ne l'emporte pas avec elle, et elle comprend qu'il y a des pièges et tout le reste. Vous ne pouvez pas l'effacer. Lorsque l'âme de l'homme quitte le corps de l'homme, elle n'efface pas tous les souvenirs d'être un homme, c'est sûr. Ils y sont intégrés. S'ils n'y sont pas intégrés, que cela amène le comportement de l'homme dans l'univers et que le meurtre en fait partie, nous ne serions pas ici pour vous apprendre à tout faire de la bonne manière. Si vous comprenez cela, vous comprenez que beaucoup de gens viennent, passent, même l'âme de la physicalité ne peut pas se séparer de l'âme de l'homme. Ainsi, même si la physicalité meurt, l'âme est toujours occupée à essayer de connecter les deux ensemble, de maintenir les deux. Et d'une certaine manière, on se souvient de ce qui est transmis à l'âme. Mais ce n'est pas là avec l'âme. C'est comme, vous savez, vous le donnez au défibrillateur et ramenez la physicalité. Si l'âme de la physicalité est intégrée à l'âme de l'homme, il n'y a pas de retour. Vous mourrez. Peu importe ce qu'ils ont fait de votre physicalité. Une fois sa force de champ encapsulée, toute la structure change. Et vous vous souvenez en tant que Pâques de ce que c'est pendant que vous y participez. Et alors vous vous souvenez des choses. Et certaines personnes racontent ce qu'elles font et changent de vie. C'est pour différentes raisons. Est-ce qu'ils commencent à comprendre leurs propres actes? Mais cette fois, c'est au niveau énergétique, pas au niveau physique. Mais un excellent exemple est cet homme, réalisant ce qui ne va pas, ou essayant de changer les autres, comme vous l'avez dit. Vous savez, ils reviennent et ils changent de comportement. C'est le prix Nobel. Le gars a lu les derniers mots pour le décès de sa sœur, son frère, et il a décidé « je vais les changer » et a créé le prix Nobel et en même temps a fabriqué de la dynamite. C'est une caractéristique de l'homme et on voit tout. Tout est enregistré. Si l'homme participe au développement de la compréhension du travail de l'univers, la façon dont vous retournez en arrière et voyez ce que vous dites, les mauvaises choses que nous avons faites, les bonnes choses que nous avons faites, parce que cela fait partie de la formation qui est là. Si vous remontez plus loin et que nous trouvons ce point rouge, et la connexion entre ce point rouge et le Créateur, ce point rouge était partout. Et il a vu tous les développements de l'univers, toutes les bonnes et toutes les mauvaises choses. Et si vous retracez ces points rouges sur l'écran jusqu'au Créateur, vous verrez ce qu'il a vu. Parce que maintenant, vous êtes dans ce train qui va dans cette direction. Et l'écran a déjà été joué. C'est une connaissance enregistrée, pas visuelle. La connaissance visuelle ne peut jamais être répétée. La connaissance enregistrée est de l'énergie. Oui. Mernaz. Par exemple, l'une de ces expériences, c'est l'intimidation d'un élève à l'école, et il n'avait pas conscience que c'était mal. Et en d'autres termes, il lui montre que la conséquence
lorsqu'il a intimidé ce type, cet enfant, l'enfant était très bouleversé, par exemple, et puis il prend son vélo et il roule si vite qu'il fait un accident, et quelque chose s'est produit, ce qui affecte la mère, et des choses comme ça. Il peut même voir les conséquences du mal qu'il a fait à cette personne, ce qu'il n'a pas connu dans cette vie. Et autre chose, quand les gens doivent quelque chose aux gens et qu'ils partent, ils sont très très mécontents. Ils reviennent et font tout pour rembourser les gens. Je veux dire, ce sont des choses qu'ils ne pensaient pas devoir leur rendre. Vous voyez, si vous regardez certaines des images qui arrivent sur les réseaux sociaux, et certaines sont dans une bande passante d'enregistrement spécifique, nous voyons même l'énergie de l'homme au point de l'accident, lorsqu'il quitte le monde physique ou au point de mort. Il y a un certain nombre de ces images, pas fausses, mais quelques-unes réelles, sur lesquelles vous pouvez voir comment l'énergie quitte le corps par le haut au moment de la mort. Quand cela arrive, il n'y a pas de retour. Mais si nous devenons bons dans ce domaine, ce que nous montrerons dans les prochains temps, nous pourrons suivre. Vous savez, maintenant, ils vous endorment, vous dormez et ils vous suivent dans votre cerveau, quoi que vous fassiez. Une fois que nous aurons compris la force de champ de la dimension de l'âme, nous suivrons l'âme où elle va lorsque la physicalité est endormie. Ce ne sont plus des rêves. D'après ce que nous voyons, c'est devant vous. Cette connaissance devant vous n'existait pas. Personne ne l'a, sauf la Fondation Keshe. Et les gens à l'extérieur ne peuvent même pas croire qu'une telle chose existe. Et vous, les chercheurs de connaissances, êtes assis ici, écoutez et très poli, vous ne dites pas « Monsieur Keshe, vous êtes fou ». Mais cela deviendra le pain et le beurre du monde de la science, de la psychologie et des processus psychiatriques. Même si vous regardez, si vous retraduisez cette photo, nous avons pris cette photo pendant le temps d'éveil. Vous êtes tous réveillés, espérons-le. Certains d'entre vous dorment et ronflent aux États-Unis, peut-être en Chine. Mais dans le futur, d'une manière très différente, je suis sûr. Vous connaissez la curiosité de l'homme. L'homme doit tout faire. Nous mettons cette âme dans la machine pendant le temps de sommeil. Et vous rêvez. Nous vous suivons là où vous rêvez. Nous vous accompagnons là où les deux interagissent. Et vous prenez le chemin de la vision des choses. Et quand vous revenez, et vous l'appelez un rêve, nous pourrons suivre qui vous avez rencontré, par quelle force vous êtes allé et ce que vous avez fait. Ce que vous voyez sur l'écran est l'une des plus grandes avancées scientifiques au monde dans la compréhension de l'énergie de l'homme. Et pour vous, chercheurs de connaissances, parce que vous en faites partie, c'est une autre chose que M. Keshe montre. Quand nous y rentrerons dedans, l'homme aura tellement de choses à faire qu'il n'aura pas le temps de créer la guerre. Et maintenant, c'est une science. Ce n'est plus du faux. Ce n'est plus quelque chose qu'on fait. Et, tôt ou tard, ces systèmes seront proposés à l'international, à des entreprises comme Philips International et les autres, pour développer le modèle psychologique. Vous mettez une femme, vous mettez un enfant dans le système, et vous voyez plusieurs packs d'énergie. Puis vous les retirez et vous les remettez à nouveau. Et vous verrez que les mêmes modèles sont créés. Alors vous comprenez, vous ne mettez pas cette belle âme dans des hôpitaux psychiatriques, psychologiques.
vous trouvez une solution pour gérer chaque individu. Marnaz. Une autre chose que je veux vous demander, c'est que certains d'entre eux, lorsqu'ils sont allés là-bas et qu'ils étaient en difficulté, ils ont demandé aux saints célèbres que nous avons, de les aider. Et s'il y a une affinité avec l'un des saints, en quelque sorte, et les gens là-bas, la mère, l'enfant, prient beaucoup, et ils les renvoient à cause de cette prière des gens qui se sacrifient là-bas. Et ça, comment pouvons-nous expliquer cela? Kesh, nous pouvons l'expliquer sous n'importe quelle forme. Nous pouvons y lire tout ce que nous voulons. C'est comme, vous savez, quelqu'un saute dans la rivière et ça continue sur 99 mètres. Je jette une main dessus, je l'aligne et je le tire en arrière. Et puis je deviens le sauveur de la vie ou je les ramène. Il se trouve qu'il y a une ligne. Vous pouvez le faire. Oui, elle est là. Alors vous l'avez fait. Sinon, le reste n'est qu'hypocrisie. Quand nous prions pour l'âme de nos défunts ou pour les vivants, nous allons dans les cimetières et nous nous asseyons pour voir la tombe de la grand-mère et disons une prière, peu importe. Et pendant que nous sommes assis là, tous, pensant, oh, je dois aller ce soir et quelque part, mariage, pourquoi allez-vous au cimetière? Vous auriez pu le faire depuis chez vous. Et cela fait partie de la structure de la vie. Est-ce que ma prière, ce que je fais, ce que je pleure, les ramènerait? Nous l'interprétons comme cela nous convient. Mais la réalité est, est-ce arrivé? Est-ce que ça l'a raccourci? Ai-je créé une encre? Nous avons le privilège de participer à un test, et c'est un privilège d'être dans cette position, de voir la force de cet homme. Nous avons un jeune homme d'une vingtaine d'années, condamné à mort dans les prochains jours, dans les quelques semaines, et par les médecins pour des raisons de santé. Et la force de ce garçon, je lui ai parlé plusieurs fois. Et ce que vous voyez est incroyable. Il prépare ses affaires, il prépare tout, pour qu'il ne reste plus de fardeau pour la famille et les amis ou autres. Il parle sans regret. Il ne s'est pas abandonné à ce qui pourrait ne pas être. Peut-être qu'il le fait dans sa vie privée, dans sa solitude, mais il s'est abandonné à la compréhension que c'est inévitable. Pourquoi devrais-je le faire? Il le fait toujours. Il mène toujours une vie normale à première vue. Mais c'est intéressant de voir comment nous respectons la vie. J'ai vu beaucoup de gens à la fin de leurs 80 ou 90 ans. Ils pleuraient et disaient « un jour de plus ». Et ce jeune homme est sorti du lot. Quand je lui ai parlé hier, j'ai admiré son audace de défier la vie. Et nous faisons tout ce qui est dans nos connaissances pour comprendre le processus. Mais que visite-t-il dans son propre cerveau? Et comment il ne voit pas de fin pour demain? Mais je fais ce qui est possible. Et je fais de mon mieux pour vivre la vie, garder le père heureux et garder la famille heureuse, mais peu importe ce qu'il y a à l'intérieur. Comme le dit une vieille chanson de l'un des chanteurs les plus célèbres d'Iran, « Je chante pour que tu ne vois pas les chagrins en moi. Je ris pour que tu ne vois pas les chagrins en moi. » C'est une couverture. Et nous, en tant que race humaine, devenons très bons dans ce domaine. Comme il a dit, ici en farsi, « Je ris pour que tu ne vois pas les chagrins en moi. »
les chagrins que je porte. Et ces chagrins, ce sont l'émotion qui affecte l'âme de l'homme et la façon dont nous nous connectons à notre existence. Il n'y a pas d'intermédiaire entre l'âme de la physicalité et le conscience et l'émotion de l'homme et l'âme de l'homme. Personne ne peut interférer. Mernaz. Merci beaucoup, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Kesh, merci beaucoup. Une autre question. Eric. Ok, question de Frenchy Ali, de la communauté brésilienne. L'amour que nous apprenons ici sera-t-il transporté dans l'univers à travers l'interaction de l'âme de l'homme avec l'âme de la physicalité? Kesh. Oui. Eric. L'âme du bonheur est-elle importante pour amener l'amour dans l'univers avec l'âme de l'homme? Kesh. Vous la portez, vous n'avez pas le choix. Ça vous accompagne. Vous n'avez pas le choix. Elle est là. Cela fait partie du pack de transmutation. Une autre question. Rick. Ok, une question dans questions et réponses de Hong. Il dit, bonjour Monsieur Kesh, merci pour vos conseils et votre inspiration inébranlable. Hier, un ami m'a demandé, l'intelligence et l'expérience s'acquièrent grâce à l'apprentissage après la naissance, mais la sagesse naturelle semble également exister. Même si cela semble quelque peu intangible, c'est plutôt comme si cela avait été inculqué. Par exemple, certains disent que certains livres ont été écrits par des mains humaines comme instruments de la civilisation cosmique. Cela semble fascinant, mais je me sens profondément perplexe. J'ai eu du mal à répondre à sa question. J'ai seulement mentionné que nos gènes ont été transmis de génération en génération, portant en eux une certaine forme d'expérience innée. Mais je n'ai pas pu approfondir l'idée. Pourriez-vous partager vos réflexions à ce sujet? Je serais très reconnaissant. Kesh. C'est une manière très simple, comme vous l'appelez, de le faire. Et c'est très difficile à comprendre pour beaucoup de gens. Dans le monde de la création, nous regardons toujours nous-mêmes et nous. Si vous avez compris une partie de l'enseignement aujourd'hui sur les galaxies et les étoiles, regardez cela d'une manière différente. Regardez cela d'une manière différente. Je fais cela spécialement pour que vous compreniez de quoi je parle d'une manière différente. Numéro 1, numéro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chacun d'eux est une âme, et chaque âme possède un ADN, qui est une composition chimique. Et au cours du processus de vie, en interagissant les uns avec les autres, vous avez rencontré, créé d'autres âmes dont vous avez fait l'expérience. Et c'est ça, vous. Et toutes ces âmes ont déjà une connexion avec leur propre dimension et avec leur propre résolution et leurs propres résultats. Mais elles en ont donné une semence. Ça, c'est un arrière-grand-père. Ça, c'est le père de l'arrière-grand-père, le père de l'arrière-arrière-grand-père. Et ces âmes sont toutes connectées à quelque part, à quelqu'un, aux gens de leur époque, à leur lieu et à ce dont ils ont été témoins. Comme votre ADN fait partie de la même structure, maintenant, comme vous, dans votre ADN, connecté à tout cela, dans l'ADN, vous portez l'ARN, les informations et la connexion de leur âme.
Ensuite, vous comprenez. Lorsque vous parlez d'ADN, vous parlez de la connexion physique avec tout cela. Et à travers la connexion de l'âme et de l'ARN à tous les plasmas qu'ils ont créés, qu'ils ont été témoins, des informations dont ils ont été témoins et comprises. Une chose qu'il faut comprendre, en quelque sorte, c'est que chacun d'eux a une banque de mémoire, que tout ce qui lui est arrivé dans sa vie est enregistré et transféré via l'ADN. Ils se souviennent de la première fois ils ont pris le sein de leur mère pour boire et vivre. Ils se souviennent du jour où ils se sont mariés. Ils se souviennent de l'époque où ils ont eu un enfant. Mais c'est de cette partie-là qu'ils veulent se souvenir, car ils y reviennent. Mais chaque image, traverser la route, voir une femme blonde, voir un vélo, se faire heurter et tout, est là aussi. Alors, quand il s'agit de la génération de vous, avec tout le reste qui revient, comprenant que l'on ne va nulle part, mais si vous regardez cette chaîne de chaînes familiales, combien elles vont avec un arbre généalogique pour créer sur 100 ans, 200 ans, des milliers de ces âmes. Et à ces âmes, des milliers d'âmes y sont connectées, parce qu'elles ont le champ magnétique de connexion. Elles ont une connexion avec ici. Donc, si vous comprenez cela, nous pouvons, à travers ce que nous appelons la ligne de, vous appelez ADN, ARN et connexion. Une fois que le champ est créé, il est là. Nous serons capables de descendre jusqu'à là pour voir, comprendre comment l'oncle de votre arrière-arrière-grand-père s'est marié avec quelqu'un d'autre. Et ensuite, ce qui est arrivé à sa génération et à sa progéniture à travers la connexion de l'âme. Si vous avez compris cela, un autre point viendra qui remonte à ce point, le point rouge, qui est votre créateur. Maintenant, vous voyez comment nous sommes tous connectés par la même chaîne, plus la nôtre au créateur. Et puis, c'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises. Une fois que l'homme entrera dans la dimension de l'âme, il aura accès instantanément à la connaissance de l'univers. Parce que ce type, qui a une connexion avec nous tous, c'est juste, désolé, comme nous le disent nos scientifiques, il y a des centaines de milliards d'étoiles dans une galaxie. Imaginez avec qui il est connecté. Maintenant, vous avez accès à la pleine connaissance de l'univers. Si vous comprenez, si vous trouvez ce point rouge, vous avez trouvé la clé de la connaissance de l'univers. Et encore une fois, ce type est une connexion à l'unicos, puis a accès au reste. Il n'y a pas assez d'arbres sur cette planète depuis le jour de sa création jusqu'à aujourd'hui, et le temps qu'elle vit, comme nous l'appelons, pour créer du papier, pour écrire la connaissance du premier jour de cet univers, sans parler de ce que nous appelons des millions d'années plus tard. Et cela est enregistré. Cela dépend simplement de ce qui veut savoir et où vous voulez savoir. Quelqu'un vous donne une odeur de fleurs et vous dites « Oh, ça me rappelle tel amoureux, tel endroit, tel restaurant. » Ce n'était pas là depuis des décennies, parce que vous n'y avez jamais pensé. Nous avons accès à tout. C'est juste que si nous y allons tout le temps, il ne nous reste plus rien à faire. Une autre question? Eric. Ok, de Peter qui dit « Bonjour Monsieur Cage, comme l'amour appartient uniquement à la Terre, peut-on en dire autant de la mort? Et si oui, la peur de perdre un proche ne mène-t-elle pas à l'amour? Et
Est-ce que les autres races s'aiment les unes les autres ou n'ont-elles aucun sentiment d'affection ou d'amitié? Kesh. Nous allons établir maintenant que l'émotion fait désormais partie du travail de l'univers. L'émotion fait partie de la structure de l'univers. Vous ne pouvez pas la changer. Autrefois, comme vous l'appelez, les extraterrestres sont arrivés sur Terre, il y a longtemps. Ils ont eu du mal à comprendre pourquoi les humains s'embrassent, pourquoi se font-ils des câlins. Qu'est-ce que ça veut dire? La première génération avait du mal à comprendre, et la deuxième génération s'y est laissée prendre comme du mastic. Parce que ce sont uniquement les champs de votre structure de création que vous devez déclencher. Une autre question. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Rick, ou pas. Je viens de recevoir un message de la boutique de la Fondation Kesh. Ils viennent de lancer un nouveau produit appelé socle de téléphone Kesh Gans Butterfly. Vous pouvez le regarder. Cela a été fait, c'était en cours depuis quelques semaines. Maintenant c'est fait, c'est commercialisé. C'est votre socle de téléphone. Vous pouvez le mettre avec, comment vous l'appelez, le haut-parleur ouvert ou autre, et cela change toute la dimension des champs et de ce que nous appelons les 5G ou tout ce qui interfère. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous posez vos téléphones dessus, vous pouvez en voir la deuxième photo, si vous pouvez la partager. Il y a des papillons aux deux côtés qui sont intégrés dans cette structure, qui retiennent l'énergie. Et puis, parce que c'est toute la structure de ce matériau. Quand vous regardez la troisième photo, qui est en bleu, vous pouvez connecter ceci ou le mettre au dos de votre téléphone ou de votre ordinateur, ce qui vous connecte à cette antenne en absorbant toute ce que vous appelez longueur d'onde. Je suis sûr que les chercheurs de connaissances en feront bientôt la démonstration du champ, comme nous l'avons vu avec les autres. Vous pouvez donc les attacher à l'arrière de votre téléphone ou accrocher à votre téléphone qui est connecté au cadre, qui, en fait, en raison de son état, ressemble à une base de formation en étoile. Et cela fait partie du travail de ce que nous appelons la technologie qui est distribuée à plus grande échelle. Et j'espère que vous l'apprécierez. Je suis sûr que vous ressentez la différence. Si vous pouvez montrer la deuxième image, vous pouvez voir clairement la position de deux formations en étoile qui attirent littéralement toutes les énergies entre les deux. Et nous aimerions savoir comment vous vous sentez lorsque vous l'utilisez et comment cela se produit dans vos systèmes. Une autre question? Eric. Ok, merci. Vous avez parlé de l'émotion. Alors, Anne-Marie a une question. Mon chat vient de mourir il y a une demi-heure. Est-ce que son âme me quitte maintenant aussi, ou va-t-elle rester pendant un moment, cordialement? Okay. Tout dépend. Comment, où et quelle était la destination finale? Elle ne perd jamais le contact. Elle ne perd jamais la connexion. Tout dépend de la façon dont la relation a été entre les deux et de la façon dont la connexion va rester. Mais alors, vous ne serez jamais séparés. C'est impossible. Absolument impossible. Eric, désolé, pardon? Kesh, je dis c'est absolument impossible.
elle a toujours une connexion. Une fois que nous avons établi une connexion, elle reste, et ça dépend à quel point c'est connecté. Une autre question. Rick, de Tender dans YouTube. Est-il exact que l'on, grâce à la technologie, quelle qu'elle soit, puisse savoir où vous allez pendant que vous dormez, même si vous ne vous souvenez même pas de l'endroit où vous êtes allé? Est-il également possible que cette technologie ou les autres puissent vous faire des choses dans vos rêves? Vous ne pouvez pas abuser de cette technologie, car elle fait partie de la structure. La connaissance de la création ne peut pas être abusée. Cela ne devrait donc pas être un souci. Rick. Ok, merci. Je ne sais pas si vous l'appelez une question médicale. Andrew a un problème avec son chien, qui fait une deuxième crise. Ce qui est étrange, car Andrew a également eu 2 crises. Alors, qu'en pensez-vous? Y a-t-il des conseils généraux ou des idées que vous pouvez donner dans une situation où un propriétaire et un animal ont eu des convulsions? Non. Rick, on le laisse au médecin, peut-être, ou même au naturopathe. Ok, voyons, qu'avons-nous d'autre ici? Nous sommes arrivés au bout de la ligne. Avant que j'oublie, ceux d'entre vous qui nous rejoignent demain lors de la session, veuillez lire vos emails. Les emails ont été envoyés hier. Votre créneau horaire et tout. Ce sera comme d'habitude, comme avant, très probablement. Comme la dernière fois. Vous avez reçu une note très amusante. Lisez votre note. Mettez cette note par écrit. Ouvrez votre email, lisez-la et comprenez-la. Nous voulons que vous écriviez votre destination, où vous voulez aller et qui vous souhaitez rencontrer. Donc le but de la transmutation de demain est de vous emmener où vous allez par vous-même, là où vous avez écrit. C'est juste que vous avez acheté le billet, mais cette fois, vous écrivez le billet. Ce n'est pas ce que je pensais. Pensez à la nourriture que vous voulez manger, à ce que vous voulez boire lorsque vous y allez, ou que vous allez dans l'espace, que vous allez sur Mars, et s'il vous plaît, ne choisissez pas le Christ, pas cette fois. Nous reviendrons vers lui à la fin du mois, ce que vous appelez après Pâques. Mais quand vous viendrez demain, s'il vous plaît, lisez les instructions. N'entrez pas simplement parce que vous entrez sans y penser. Pensez-y d'ici demain et écrivez exactement ce que vous voulez faire. Exactement. Vous êtes en transmutation. Vous devez donc l'indiquer. Vous voulez aller sur Mars, vous voulez aller chez votre voisin, vous voulez aller à Paris, mais ce que vous voulez faire étape par étape. Où vous voulez aller, qui vous voulez rencontrer, ce que vous voulez faire, quoi que ce soit, et mettez-le devant vous, demain, lors de la séance. Et puis, nous vous disons quoi en faire. Suivez les instructions pour l'utilisation des gants. Une autre question, Eric. Nous avons une question d'Adam dans la discussion. Monsieur Cash, il existe aujourd'hui un fil de discussion sur la spiritualité populaire qui prétendent que nos expériences humaines du passé et du futur sont en réalité fausses et n'existent pas. Il n'y a qu'ici et maintenant qui existe, tel que nous le présente notre conscience, ce qui prouve que nous ne faisons qu'un avec tout, et en dehors du temps, dans le moment éternel. Est-ce vrai?
Qu'ai-je? J'aimerais que vous y répondiez. Êtes-vous apparu soudainement de nulle part? Il n'y avait pas d'hier, il y a quelques années, et il n'y avait ni maman ni papa desquels vous avez été créés. Et si c'est faux, alors vous êtes faux également. Et ce que vous faites aujourd'hui crée une condition pour ce qui se passera demain. Alors si c'est vrai, vous voyez, vous devez comprendre beaucoup de ces choses qui se passent, simplement parce que ces gens gagnent beaucoup de temps sur Internet pour gagner de l'argent. Ainsi, toutes les bêtises disparaissent. Et posez-vous simplement une question simple. Suis-je là? Suis-je une illusion? Ai-je eu un père? Comment suis-je arrivé ici? Suis-je un frère, une sœur? Et est-ce que je prévois de partir en voyage pour aller à Paris demain et la semaine prochaine? Et j'y serai et je verrai Paris. Alors, y a-t-il un avenir? N'y avait-il pas de passé? Alors vous avez répondu vous-même. Une autre question. Devrons-nous conclure? Rick, c'est à peu près tout. Il y avait une question de Peter qui dit quelque chose. Vous avez dit quelque chose à propos du fait que vous finirez par nous quitter, ainsi que la Terre. J'espère que ce n'est pas impertinent de demander, mais pouvez-vous nous dire où vous allez? Je suppose que c'est pour de longues vacances. Qu'ai-je? Oh, allez demander au patron. Rick, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas de vacances, je pense. Qu'ai-je? Demandez au patron. Je le disais récemment à des amis, chercheurs de connaissances. Je vais bientôt avoir 68 ans. Et je travaille beaucoup plus dur, beaucoup plus long que lorsque j'avais 30 ou 40 ans. Quand j'avais 30 ou 40 ans, je pensais qu'il n'y avait pas de fin, F-I-N, au monde. Ma mère me disait, tu penses que tu travailles comme 5 ou 6 personnes. Tu ne t'arrêtes jamais. Et si ma mère était là, je dirais, je travaille comme 1 millier de personnes. Je ne peux pas m'arrêter. Il n'y a pas assez de temps. Et il y a toujours une raison, une connexion. Et il faut continuer. Enseigner ne s'arrête pas avec l'homme. Ce n'est qu'un cycle. Et heureusement ou malheureusement, je connais ma destination. Avez-vous d'autres questions ou devrons-nous conclure? Rick, je pense que vous avez plutôt bien fait, merci. D'accord. Eh bien, il y a une petite chose que j'aimerais partager ici. C'est le souhait du Conseil universel pour aujourd'hui. Je partage mon bureau au CEPIT et ils ont un nouveau vœu pour chaque jour de la semaine et nous sommes jeudi. Donc, le vœu de jeudi dit « Nous, le Conseil universel, souhaitons qu'à mesure que chacun s'élève, il apprenne à ajouter son énergie à la paix et à la prospérité planétaire. » Qu'ai-je? Il y a quelque chose que je continue de demander avant de partir. Nous recherchons des personnes. Encore une fois, si vous écoutez le dernier enseignement, envoyez uniquement vos demandes à info@keshe.foundation. Des personnes avec l'informatique avancée. Nous avons un certain nombre de personnes qui reviennent vers nous. La gestion des réseaux sociaux. Nous recherchons des personnes, des experts dans le domaine spatial et de l'énergie. Et s'il vous plaît, contactez-nous pour des personnes experts en communication. Nous en recherchons. Et vous en comprendrez alors la raison, comme nous l'annoncerons dans le futur.
Merci beaucoup pour aujourd'hui. Eric, il y a une dernière chose. Brett voudrait venir poser sa question. Il dit, Rick, posez-la. Kesh, je l'ai vu venir. Brett, Rick, vous devez partager ce dont nous avons parlé. Eric, vous devez formuler votre question. Je ne sais pas ce que vous voulez obtenir. Brett, eh bien, Monsieur Cage, nous étions dans le cours d'hier et nous regardions des images que les scientifiques avaient prises de l'univers, dans différents spectres. Et c'est pourquoi je disais, Eric, vous devez montrer ces images à Monsieur Cage. Mais ma question est la suivante. Les images qu'ils prennent de l'univers, ils disent qu'ils prennent des images d'il y a des milliards, des centaines de milliards d'années. Mais pour moi, les images partagées montraient que l'espace n'est pas vide. Mais si Rick pouvait partager ces images, ce serait formidable. Kesh, je ne comprends pas. Brett, les images que vous montriez, les nouvelles images qu'ils ont prises de l'univers, que vous montriez, Kesh, la réalité est que, je ne sais pas si vous entendez maintenant les discussions, si la Terre est plate ou sphérique, ou comment se fait-il que cela n'a pas d'importance si elle est sphérique. Nous allons de l'autre côté, nous voyons toujours les mêmes galaxies et les mêmes que celles que nous voyons de l'autre côté. Cela intrigue beaucoup de réponses et d'autres questions. Et est-ce que ce que nous voyons est réel ou c'est comme s'il nous mettait un dôme et jouait le reflet de lumière en arrière et nous croyons ce que nous voyons? Et beaucoup de gens en deviennent fous, que les pyramides ont des poteaux à des centaines de mètres dans la base de la Terre et qu'il y a quelque chose là-dedans, Dieu sait quoi, les technologies futures et le reste. Il y a une chose qui est sûre, et je ne cesse de la répéter. L'homme n'a jamais été seul sur cette planète. Et essentiellement, aucune planète, plus ou moins aucune étoile, pour ceux qui ont avancé dans la compréhension du travail des rayons cosmiques, qui n'ait pas été visitée par les passagers de l'univers. La curiosité n'est pas seulement celle de l'homme, elle appartient à tous, à toutes les choses créées. Si les oiseaux pouvaient voler entre les systèmes planétaires, ils l'auraient fait. Mais malheureusement, ils ne le peuvent pas. Brett. Donc, ce que je dis, l'image qu'ils montrent, ils disent qu'ils regardent en arrière dans le temps. Et j'ai un problème avec ça. Kesh. Tout le monde a un problème. Vous n'êtes pas le seul. Brett. Il semble que certaines des images que Rick trouvera dans une minute, ce sont comme des images de l'espace, plein d'énergie. Et ils disent que c'est un retour dans le temps. Et j'ai un problème avec ça. Kesh, vous ne regardez pas en arrière dans le temps. Vous regardez le temps tel qu'il est maintenant. Et c'est la différence. Ce sont les théories et les structures que de très nombreux scientifiques, ou appelés scientifiques, ont eu le vent en poupe pour le faire. Dans l'article publié, très prochainement publié, Les rayons cosmiques, nous démystifions littéralement tout le concept du Big Bang. Le seul Big Bang qui s'est produit était dans la tête du gars qui s'est lancé dans le bang, qu'il a inventé, et les autres l'ont accepté, et c'est tout. Tout comme le gars qui a inventé le combustible fossile, qui provient des dinosaures, car il pouvait vendre quelque chose, connecter quelque chose. Et maintenant, nous savons que chacun d'entre vous peut produire autant de pétrole chaque jour à partir de l'espace.
Alors il doit y avoir beaucoup d'âmes de dinosaures dans l'espace qui peuvent se convertir en pétrole, que leur physicalité n'est pas là. C'est ce que nous appelons le moment où beaucoup de choses changent. Ce nouvel article de Rayons cosmiques est l'un des points fondamentaux sur ce que vous appelez le travail des sciences du futur. Parce que nous allons montrer physiquement pour la première fois et expliquer physiquement pour la première fois ce qu'est le cosmique, ce que sont les produits des rayons cosmiques et les produits cosmiques et tout le reste. Et si nous y parvenons, la théorie du Big Bang ne sera qu'une grosse boule de déchets. La même chose que lorsque je parlais du trou noir. Et nous devons comprendre, regardons-nous l'état de la matière, regardons-nous l'état énergétique, ce que nous appelons un état de plasma ou des états de rayons cosmiques, de la création de ces plasmas, et nous verrons comment les gens et les connaissances évoluent en conséquence. Rick, alors pourriez-vous dire que les gens qui regardent à travers des télescopes, des radiotélescopes, ils regardent à la vitesse de la lumière, en gros. Ils regardent, ils voient la partie physique. Ouais, physique. Rick, c'est quelque chose qui s'est produit dans le passé, à cause du temps nécessaire à la lumière pour voyager. Mais vous parlez de la voir directement. Il n'y a pas nécessairement un passage du temps. Cela pourrait être instantané, direct. Nous devons expliquer beaucoup de choses sur le temps et l'espace, que l'homme n'a même pas encore compris. Nous devons comprendre que ce que nous voyons est en 2 dimensions, ou en une dimension énergétique et une dimension physique. Rick, alors, Monsieur Cage, est-ce que c'est ce que les anciens prêtres et chamans et ceux qui en savaient tant sur la position des choses dans l'espace, essentiellement les étoiles et les planètes, etc., voyaient-ils directement ou travaillaient-ils avec la vitesse de la lumière? Cash. Je pense que c'est un mélange des deux. Vous voyez, lorsque vous étudiez la physique quantique, les rayons cosmiques et autres choses, ils font toujours référence à la vitesse maximale de la lumière. Mais on pose une question. Quelle lumière? Quelle force de champ? Vous comprenez? C'est une des questions qui doit être répondue. À différentes forces de champ, nous avons des vitesses différentes. Votre lumière est invisible pour moi et ma lumière est invisible pour vous. Cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. C'est très fondamental pour... Maintenant que nous comprenons beaucoup de choses, le plus gros problème est cette vitesse de la lumière qui a été introduite, qui est la plus grosse bêtise jamais vue dans le monde de la science et qui a causé beaucoup de problèmes. Pour l'état de matière, oui, mais pas au niveau universel. Ou quelque chose de très drôle. Et retour au point. Comme des points, vous savez, trouver cette lumière du Créateur. Faut-il plusieurs milliards d'années-lumière pour que l'amour du Créateur vous atteigne? Ce qu'on voit au point, beaucoup de bêtises. C'est instantané. Dieu n'attend pas 3 milliards d'années pour vous apporter sa lumière. Et même l'homme a changé d'avis, passant de 4,5 milliards à maintenant 13, 20, 30 milliards d'années. C'est désormais la vie de cet univers. Rick, en fait, c'est une excellente façon de le dire. Oui. Kesh, merci pour aujourd'hui. Et à ceux d'entre vous qui nous rejoignent demain, assurez-vous de venir avec tout. Nous voulons que vous avanciez.
Merci beaucoup, Rick. À la semaine prochaine. Rick. Super. Merci, Monsieur Cash. Très bien. Ça a été un autre merveilleux atelier ici, le numéro 583 de la série en continu. Merci à tous d'avoir participé à l'atelier d'aujourd'hui. Nous serons de retour la semaine prochaine à la même heure, mais ce sera à l'heure d'été d'Europe centrale, au lieu de l'heure d'hiver d'Europe centrale. Notez donc le changement d'heure la semaine prochaine par rapport à votre heure locale. Je pense que l'heure change le dimanche, dans quelques jours. D'accord, notre prochain enseignement d'atelier public. Cash. Avant de partir, vous souhaitez avoir une réunion avec votre propre âme cette semaine. Une image fantaisiste. Comment vous avez été aujourd'hui. Donnez-moi juste une seconde. Je dois y retourner. Et puis je me demande comment vous interprétez l'image d'aujourd'hui. Vous en avez tous pris beaucoup. Et vos dimensions de l'âme, de la physicalité et de l'âme de l'homme sont bien connectées à l'énergie universelle. Et vous en prenez bien physiquement. Si vous le comprenez, c'est là que vous en êtes. Vous avez reçu, digéré, partagé et donné à la physicalité. Ce qui est intéressant, si vous regardez, le côté énergie se trouve de ce côté. Le côté physique se trouve de ce côté-là. Et vous voyez la ligne de l'âme. Vous voyez la ligne de l'âme de la physicalité. Et comment l'âme de la physicalité nourrit la physicalité. Et comment l'âme puise de l'environnement. Et c'est très intéressant. Nous vous reverrons la semaine prochaine. Merci beaucoup, Rick. Rick, merci pour le bonus supplémentaire, Monsieur Cash. Cash, oui. C'est agréable de voir comment vous êtes. Rick, ça a l'air beaucoup plus équilibré que les autres images. Cash, oui. L'enseignement d'aujourd'hui a apporté beaucoup de faits. Vous savez comment les connecter. Merci beaucoup. À demain. Rick, au revoir. Désolé, mon micro était désactivé. Je parlais du prochain atelier d'enseignement public pour le 1er avril, du poisson d'avril. Une planète, une nation, une race pour la justice et la paix mondiale, avec les membres du Conseil universel, qui commencera à 16 heures, heure d'été de l'Europe centrale. Alors faites attention au changement de l'heure et modifiez à votre heure locale. Nous concluons pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre participation et à la prochaine fois. Au revoir. Merci à tous pour votre participation. Fin de l'atelier 583.